Alors, je vais tout de même appeler notre présidente de la Société d'encouragement pour l'industrie nationale qui vient ici avec moi pour vous accueillir parce que Olivier me dit, Sylviane, tu es la vice-présidente, c'est la soirée des femmes, c'est toi qui ouvres. Alors, évidemment, c'est formidable et je le remercie, mais c'est vraiment, évidemment, au nom de la Société d'encouragement pour l'industrie nationale que nous sommes tous les deux extrêmement, extrêmement heureux de vous accueillir, mesdames, messieurs, pour cette soirée exceptionnelle. Cette soirée exceptionnelle à l'occasion d'une journée, évidemment que nous tous, nous toutes, nous pensons être finalement une journée de tous les jours. De tous les jours, parce que cette question du haut féminin, eh bien, effectivement, elle nous intéresse à tous les moments. Elle nous intéresse ici tout particulièrement à la Société d'encouragement pour l'industrie nationale, parce que finalement, c'est aussi ici que nous tenons ce sujet de la force, le courage d'entreprendre, ce courage qui est celui des bâtisseurs, des créateurs, des innovateurs, des entrepreneurs qui sont ici très régulièrement encouragés et très régulièrement rassemblés. Vous êtes ici dans votre maison, vous toutes et vous tous, qui œuvrez pour bâtir une industrie, une économie, une organisation de nos sociétés qui s'appuie sur votre courage d'entreprendre et sur votre courage d'innover. Alors, dans les innovations, il se trouve que cette maison, elle en a toujours accueilli de nombreuses. Elle est née en 1801, cette Société d'encouragement pour l'industrie nationale, comme son nom ne l'indique peut-être pas. C'est une association créée avec l'inspiration de quelques hommes, et il faut dire aussi les 3 consuls, notamment vous les voyez, ils sont sur nos grands tableaux. Beaucoup de présidents à l'époque, et en l'occurrence une inspiration de Bonaparte notamment. Et depuis plus de 220 ans, cette maison, eh bien, elle développe ses travaux, ses activités, et puis elle est souvent le lieu de la première fois. Ça aussi, on le dit beaucoup ici, parce que c'est, par exemple, la première fois que les Frères Lumière ont ici, dans cette salle, qui s'appelle la Salle Lumière, ont ici présenté pour la première fois le cinématographe. Et sachez que ce soir-là, un soir de l'année 1895, très exactement au mois de mars, donc exactement un anniversaire, nous avions également son assistante de Jean Gaumont, Léon Gaumont, qui était ici dans cette salle, et qui, Madame Alice Guy, a été, Alice Guy Blaché, c'est ça très exactement son nom, a été la première script dans le monde, dans le cinéma. Elle a été la première réalisatrice d'un film de fiction. Et donc, c'est aussi incroyable que cette femme ait lancé le cinéma. Et ce soir, eh bien, nous allons avoir aussi cette immense chance d'avoir pour la première fois ici la Salle Lumière, le film de Yann Arthus Bertrand que nous allons pouvoir projeter. Et un grand merci Yann, parce que Yann il est là, alors je voudrais s'il vous plaît que vous l'ovationnez parce qu'il nous permet cela. Voilà, donc ce sera aussi une grande première que de pouvoir profiter de cette projection de ce film merveilleux, Woman. Et donc ce sera tout à l'heure, après notre cocktail, et sans tarder, je passe la parole à Éric Besson, parce que c'est aussi grâce à Éric que nous sommes là ce soir, et nous aurons Michel Taube, qui est notre aussi 3e larron de l'organisation de cette soirée. Merci Éric. Merci beaucoup Sylviane. Merci Yann d'être intervenu, parce que effectivement c'est grâce à toi ce soir que nous sommes là. J'étais arrivé par hasard dans son bureau en fin d'après-midi pour parler de 3D, et on en est venu à parler de Woman, que j'ai vu dans sa fondation qui se trouve au Pont de Suresnes.
la fondation Good Planet. Et je lui ai dit, mais moi je sais où on pourrait le projeter, ce film, Woman, puisqu'en 2020, quand il est sorti, il n'y avait pas grand monde qui pouvait aller au cinéma à cause du Covid. Je lui ai dit, fais-moi confiance, je crois savoir où on va pouvoir le projeter avec beaucoup de succès. Et en l'occurrence, c'est la salle Lumière à laquelle je pensais, parce que je connais Olivier depuis longtemps. Et dans cette salle où on remet des prix, les Montgolfier, les Chaptal, chaque année, sont récompensées des entreprises qui sont innovantes, qui sont courageuses, qui se battent avec des femmes à leur tête, comme on va le voir ce soir. Et j'ai pu réaliser ce rêve en le quittant, de faire qu'il vienne lui-même ici ce soir avec ce film Woman qui va nous faire un tour du monde des femmes dans toutes les conditions, très différentes les unes des autres, et le faire dans cette salle qu'on va transformer seulement pour ce soir, c'est un peu magique, de salle de conférence en salle de cinéma. Ce sera un hommage en plus rendu aux frères Lumière qui à l'époque étaient venus effectivement de Lyon pour présenter leur innovation technologique. On vient à Paris, ici, à l'Hôtel de l'Industrie, pour présenter, un peu comme à la station F maintenant, ce qu'on faisait de mieux pour le partager. Voilà. Et ça a donné naissance au cinéma. Donc ce soir, c'est une soirée cinéma. Merci à tous, merci à toutes et merci à tous d'être aussi nombreux pour y participer. Merci. Eh bien, je vous dis à mon tour bonsoir. Je suis Michel Taube, le fondateur d'Opinion Internationale. Dans notre journal qui existe depuis 12 ans, on a une rubrique qui s'appelle « Sois belle et ouvre-la ». Et c'est à ce titre-là que je me suis joint, et merci Eric de nous l'avoir proposé, et à Sylviane et à Olivier Mousson de nous avoir proposé d'être co-organisateurs. Alors, moi, je vais mettre, ce soir, il faut que je le fasse, je vais mettre une bonnette orange, si j'y arrive, parce que sinon, Radouane, qui est là-bas, qui est rédacteur en chef, il ne va pas être content. Mais parce qu'en fait, il y a une raison. En fait, si j'ai toujours, pour ceux qui le savent, une cravate et des chaussettes oranges, c'est qu'il y a une raison bien particulière par rapport à notre sujet. En fait, en 2016, j'ai été invité par Anne Hidalgo, maire de Paris, à l'illumination de l'hôtel de ville en orange, qui est une initiative qui est organisée par les Nations Unies tous les ans, qui s'appelle l'Orange Day, mais qui a lieu le 25 novembre de chaque année contre les violences faites aux femmes. Et donc, peu de personnes savent qu'il y a l'Orange Day tous les ans. Et on le sait d'autant moins que depuis qu'il y a eu le mouvement MeToo, malheureusement, ONU Femmes n'a plus trop développé ce beau concept. Et donc moi, voilà, j'ai adopté des chaussettes puis des cravates que orange pour soutenir la cause de la lutte contre les violences faites aux femmes, qui est en fait devenue, dans notre esprit à Opinion Internationale, l'idée tout simplement du respect des femmes, qui à mon avis est une valeur beaucoup plus englobante et fondamentale dans la relation que nous pouvons avoir les uns et les autres. Donc, je vais avoir l'honneur d'animer cette soirée. Alors, avant de dire un peu plus, je vais tout de suite proposer à la première table ronde de s'installer, de se mettre en place. Donc, je vais inviter Béatrice Kosowski, Muriel Barnéou, Nathalie Wright, Nathalie Pies, vous me direz si je me suis trompé, dans la prononciation, et Julie Andrès, si vous voulez bien nous rejoindre. Installez-vous où vous voulez. Je garde juste cette chaise et on va vous remercier. Alors, la programmation est en deux parties pour les débats. Il va y avoir 2 tables rondes. Et lorsqu'on a préparé la soirée avec l'hôtel de l'industrie, je parle du lieu, excusez-moi, la société d'encouragement avec Sylviane, en fait, tout simplement, que je remercie beaucoup, avec Éric Bresson et le président du Cercle Optima, avec l'équipe d'Opinion Internationale, on s'est dit de quoi va-t-on parler ? Et il y a une valeur très forte qui s'est très rapidement imposée et qui effectivement, je pense, est fondamentale dans la valorisation et le respect des femmes, et qui va bien au-delà de la journée évidemment internationale des droits des femmes. C'est le courage. Et c'est vrai que moi, si je puis me permettre de vous le dire, mesdames, les femmes sont plus courageuses que les hommes. C'est une vérité, c'est une réalité. D'ailleurs, permettez-moi d'avoir juste une mention, parce que je m'étais promis de la citer, de rendre hommage à mon épouse qui n'est malheureusement plus de ce monde, et qui était une femme extrêmement courageuse. Et c'est vrai que elle s'appelait Omezine. En arabe, ça veut dire la mère de la beauté.
c'est vrai que le courage, je pense que c'est une valeur très féminine. Alors les femmes n'en ont pas le monopole, mais comme je le disais, effectivement, je pense que vous êtes plus courageuses. Et en fait, je pense ça va apparaître dans les 2 tables rondes. Le courage d'entreprendre, première table ronde qu'on va démarrer tout de suite, et le courage de la liberté. Je pense que effectivement, les femmes sont souvent les principales artisanes, et plus que ce que l'histoire veut souvent laisser, l'histoire officielle veut souvent laisser, sont les principales artisanes de l'entreprise et de la liberté. Donc on va tout de suite commencer, j'ai déjà trop parlé, par la première table ronde sur la liberté d'entreprendre. Mesdames, le courage d'entreprendre. Alors nous avons 4 éminentes personnalités. Vous allez chacune vous présenter vous-même parce que, comme je vous le disais, je n'aime pas faire semblant de vous connaître avant qu'on se soit rencontrés, donc vous serez beaucoup plus juste, à mon avis, pour vous présenter l'une et l'autre. Permettez-moi de commencer avec Béatrice Kosowski. Vous êtes la présidente... Bonsoir à toutes et à tous. Alors, vous êtes la présidente d'IBM France. Vous avez 1 minute pour vous présenter à notre auditoire, au-delà de votre fonction de présidente d'IBM France. Je commencerai par dire que je suis une maman comblée de 2 jeunes femmes qui font mon grand bonheur. Sinon, effectivement, je suis très sensible à cette notion d'entreprendre. En fait, j'ai commencé en même temps que mes études à l'ESSEC par une création d'entreprise qui m'a enthousiasmée pendant 6 ans. Je me suis plantée, ce qui a été pour moi une leçon importante qui m'a pas mal structurée pour la suite. Et quand je regarde finalement à travers ces années professionnelles, mon parcours chez IBM, où j'ai eu différentes responsabilités en France, à l'étranger, globalement différents types de directions commerciales, en fait c'est une succession de jobs avec énormément de défis, une énorme prise de risque. Et finalement, moi je trouve que c'est très délicat de parler de notre propre courage parce que ça serait quand même arrogant, donc c'est pas à nous de le dire. Moi je le vois plutôt sur le fait d'accepter de relever les défis, de mettre de côté ses peurs et finalement de trouver l'énergie, la force, le rayonnement pour entraîner tout le monde et grandir, je dirais, à travers toutes ces expériences. Voilà. Donc là aujourd'hui je me retrouve à la tête d'une entreprise en fait qui est une belle aventure humaine et bien sûr dans le numérique, donc beaucoup d'innovation et de technologie. Et ce que je trouve intéressant, c'est qu'à travers ces 2-3 dernières années, quand même un petit peu compliquées à gérer pour tout le monde et pour les dirigeants d'entreprise, nous avons décidé de faire évoluer notre modèle de compétences de leadership et on a rajouté le courage, justement, qui fait partie des 6 compétences totalement critiques pour choisir et développer en fait l'impact de nos futurs leaders et de nos talents. D'accord, donc le courage fait partie des... En un mot, quels sont les 5 autres? Alors, je ne vais pas vous détailler les 5 autres, mais il y a toute une... Les mots-clés, il y en a un vraiment autour de l'équipe. Il y en a un qui est vraiment concentré sur l'outcome, donc sur le fait de fournir des résultats. Il y en a un qui est intéressant aussi, c'est sur la capacité à disrupter. Donc, ce qui est aussi, je dirais, une compétence un petit peu innovante par rapport à des modèles plus traditionnels. Pour devenir patronne de IBM France... il a fallu faire preuve de courage quand même, j'imagine. 2-3 petits obstacles. Voilà. Et alors c'est marrant parce que je vous parle de courage et vous répondez obstacle. Parce qu'en fait, encore une fois, je pense que moi je me suis rendu compte qu'il fallait avancer. Un premier échec d'entreprise, il faut voir qu'aujourd'hui on parle de start-up, de fail fast et tout le monde trouve ça sympa. Moi à l'époque, très franchement, ça a été quand même un peu difficile cet échec et donc psychologiquement il faut retrouver l'énergie pour se reprojeter et pas avoir l'impression finalement d'être dans un échec pour très longtemps. Donc ensuite j'ai trouvé cette énergie, j'ai été bien entourée. Un des obstacles à un moment que j'ai eu, c'est que j'ai suivi mon ex-mari à Toulouse parce qu'il avait une très belle opportunité professionnelle et ensuite il n'a jamais voulu en bouger. Et moi, donc, j'ai eu un certain nombre de responsabilités chez IBM, j'ai progressé et à un moment donné, il a fallu bouger. Donc, comme il n'a jamais voulu, ensuite, j'ai enchaîné 15 années d'aller-retour entre Toulouse et Paris toutes les semaines, ou d'autres pays où je devais travailler. Et tout en ayant mes 2 jeunes filles, donc
d'arriver à équilibrer les deux, et ne serait-ce que la logistique, l'énergie physique, etc., et mentale. Donc ça, pour moi, ça a été véritablement un obstacle. Mais ce qui est extraordinaire, c'est qu'on trouve toujours des solutions, et je dirais que moi, j'en ai retiré que la logistique ne doit jamais être le frein ou le critère de décision. On doit dominer la logistique et la mettre à son service. Et puis le deuxième volet, il est intéressant de voir la façon dont les mentalités ont évolué et l'accompagnement par rapport à une femme, alors qu'effectivement, au départ, il n'y avait pas véritablement beaucoup de femmes dirigeantes. Donc j'ai expérimenté un certain nombre d'anecdotes un petit peu par moments frustrantes, blessantes. J'ai eu la pire évaluation l'année où j'étais enceinte, et on m'a dit « c'est vraiment parce que tu as été enceinte ». Bon, ça fait mal. J'ai appris après qu'on m'avait bloqué 3 ans une promotion parce qu'on voulait quand même pas trop perturber ma vie familiale, mais sans jamais me poser la question de ce que je voulais vraiment. J'ai eu la joie d'être la première femme dans un COMEX, où d'ailleurs j'ai appris par un de mes copains que quelqu'un avait posé la question en demandant de qui j'étais la maîtresse pour être arrivée au COMEX. Donc il est évident qu'il fallait quand même passer à travers 2-3 petites choses. Mais d'un autre côté, ce que j'ai reçu comme accompagnement bienveillant dans l'environnement IBM, et je dirais d'un certain nombre de personnes, pour moi, c'est surdimensionné. Et c'est ça qui m'a aussi énormément encouragée. J'avoue que d'être dans un cadre où culturellement il y a cette ouverture et une détermination extrêmement affirmée de promouvoir l'équité, l'égalité, la liberté, et ça passe par soutenir les femmes. Chez nous, la première vice-présidente chez IBM au niveau mondial, ça date de 1947 quand même. Et la déclaration d'égalité, de rémunération, etc., à compétences égales, en particulier pour les femmes, c'est 1933. Donc voilà, c'est important, je pense, d'avoir des prises de position aussi affirmées. Et après, c'est notre responsabilité au quotidien d'en faire une réalité et d'être extrêmement vigilant. C'est sûr, dans le monde anglo-saxon, il y a peut-être moins de résistance culturelle, j'ai envie de dire, et les plafonds de verre existent, mais ils sont nettement moins puissants que dans le monde romano-latin. Voilà, je pense qu'il y a une attention très particulière, et ce qui est très intéressant, c'est que ça s'inscrit dans une logique beaucoup plus vaste autour de l'inclusion et la diversité sous toutes ses formes, parce que j'ai vu à certains endroits où certains dirigeants qui me disaient « alors moi je suis OK pour pousser les femmes, les handicapés c'est vrai qu'il faut faire attention, mais LGBT il ne faut pas m'en parler, c'est trop ». Alors, chez nous, la façon dont on l'aborde, c'est qu'évidemment, on a des initiatives extrêmement spécialisées parce que chacun des sujets nécessite d'approfondir et de prendre des dispositions particulières, mais on travaille aussi énormément sur cette logique d'inclusion au sens large, en se disant que le travail que l'on fait pour vraiment s'assurer que l'environnement est rassurant et épanouissant pour les personnes LGBT, ça va servir aussi pour les femmes, etc., etc., et réciproquement. Merci à vous. Je vais prendre dans le désordre. Alors, donc on dit Nathalie Pille. Merci d'être présente. Alors je vous laisse vous présenter. Vous êtes la présidente de TOGAP, donc qui est le Gender and Governance Action Platform. Excusez-moi pour mon accent. Qui êtes-vous en quelques mots ? En quelques mots, en fait, j'ai plusieurs activités. Je suis haute fonctionnaire depuis assez longtemps maintenant. J'ai une carrière interministérielle. Je suis sortie de l'ENA dans les services du Premier ministre, mais j'ai beaucoup navigué entre le ministère de la Défense, à l'époque ça s'appelait la Défense, le ministère des Affaires étrangères. Aujourd'hui, je suis au ministère de l'Intérieur et à Matignon et à l'Élysée. Et j'ai fait beaucoup de coopération internationale. J'ai présidé Expertise France, j'étais déléguée interministérielle à coopération technique internationale, secrétaire général de comité interministériel de prévention de la délinquance. Et aujourd'hui, je suis déléguée ministérielle pour un plan de l'ONU, un plan qui a été adopté par le Conseil de sécurité de l'ONU il y a 20 ans, avec 10 résolutions du Conseil de sécurité sur femmes, paix et sécurité. Et donc, je dois embarquer le ministère de l'Intérieur dans ce plan onusien femmes, paix et sécurité, ce qui est un véritable challenge, mais qu'on relève. Voilà. La diplomatie féministe du président de la République, c'est ça ?
Voilà, enfin, c'est une partie du sujet. Oui, c'est vrai, c'est une partie du sujet. Donc ça, c'est mon travail. Et puis, évidemment, comme je n'ai pas beaucoup de choses à faire dans la vie, je suis aussi présidente d'association et je suis présidente d'Administration Moderne, qui est un réseau, le premier réseau féminin d'administration qui a été créé il y a 25 ans. On va fêter les 25 ans cette année. Et c'est le réseau qui rassemble tous les réseaux professionnels féminins des 3 fonctions publiques, fonction publique d'État, collectivité locale et fonction publique hospitalière. Et nous avons créé ici même, là aussi c'est une première fois, il y a 3 ans, TOGAP, donc Gender and Governance Action Platform, qui est un collectif mondial qui rassemble tous les réseaux professionnels féminins de l'administration publique et du secteur privé. Il y a donc le réseau qui est chez vous. Et sur un sujet en particulier, ce qui est le sujet du partage de la décision, de partage de la gouvernance, partage de la décision entre les femmes et les hommes. Pourquoi ce partage de la décision? Alors moi je suis une vieille routière de la décision publique et comme je vous le disais tout à l'heure, ce qu'on voit c'est que, et surtout ce qu'on ne voit pas quand on est au sein de l'État, parce que l'État en fait est assez opaque vis-à-vis du public, hein. Donc vous voulez qu'on en parle après? Oui, allez-y madame. Alors, oui, alors juste pourquoi l'égalité dans la décision? Parce que ce qu'on trouve important dans les parlements, c'est d'avoir des représentants de la population qui prennent des décisions pour l'ensemble de la population. Et donc, c'est pour la raison pour laquelle maintenant on essaie d'avoir des parlements paritaires. Mais ce qu'on ne voit pas, c'est l'exécutif. Et donc, on voit le sommet de l'exécutif, c'est-à-dire la parité au niveau du gouvernement. Mais derrière, il y a toute une machine qui élabore les politiques publiques, qui met en œuvre les politiques publiques, le diable étant dans les millions de détails de textes réglementaires ou en amont de textes de loi. Et donc c'est là qu'on ne voit pas que quand on est au cœur du réacteur du pouvoir, ce pouvoir est masculin. Et évidemment, tout l'environnement législatif et réglementaire pêche un peu quand il s'agit de prendre en compte les sujets qui concernent les femmes. Alors vous êtes, comment dire, une femme de l'intérieur de l'État, et alors pas que l'État, puisque vous avez parlé des différents types de services publics, et on ne va parler que de la France, même si on pourrait parler évidemment aussi de l'international. On connaît beaucoup en France la loi Copé-Zimmermann qui concerne les entreprises privées. Les conseils d'administration qui doivent être composés normalement de 40% de femmes à partir d'une certaine taille d'important. Mais on oublie souvent qu'il y a aussi quasiment la sœur jumelle qui est la loi Sauvadet, si je ne me trompe Absolument. pas, qui est un peu l'équivalent dans les services publics. Et qui sait ici que normalement, je dis bien normalement, à la direction d'un hôpital, d'une bibliothèque, d'une fédération sportive, de toutes les instances publiques ou parapubliques de notre pays, il devrait y avoir normalement aussi une parité homme-femme. Je crois qu'elle est aussi de 40% selon la loi. Et donc, est-ce que ça vous interroge le fait déjà qu'on n'en parle quasiment pas dans le public et que certes sur le plan politique il y a eu des lois qui ont poussé à la parité homme-femme dans les élections, mais au niveau des fonctionnaires, des services publics, là, c'est quand même beaucoup plus flou et on en parle beaucoup moins. Alors, est-ce que c'est par manque de courage des autorités publiques? On pourra en parler longuement. De façon très synthétique. Vous savez, quand on a le pouvoir, en général, on ne le lâche pas facilement. Donc, voilà, et quand vous êtes surtout dans des univers régaliens, c'est encore plus compliqué. Mais pour répondre à votre question, c'est la raison pour laquelle on a créé ce collectif TOGAP, tout simplement. Parce que, effectivement, vous avez raison, dans le secteur privé, on a la loi Copé-Zimmermann. La loi Copé-Zimmermann concerne les conseils d'administration, oui. Et pas les COMEX, les CODIR. C'est arrivé après, et largement après. Dans la fonction publique, on avait effectivement la loi Sauvadet, dont on a fêté là, les 11 ans, il y a quelques jours. Et j'étais justement hier avec M. Guérini et en visio avec M. Sauvadet pour fêter le 11e anniversaire. Et la loi Sauvadet, en fait, contrairement à ce qu'on pense, la loi Sauvadet ne concerne que ce qu'on appelle, c'est un peu technocrate, mais les primo-nominations.
C'est-à-dire que ce n'est pas le stock de femmes, c'est-à-dire la photographie que vous voyez, le pourcentage de femmes dans des fonctions, c'est le pourcentage de femmes nommées pour la première fois sur un poste. Ah oui. La nuance est là. Et donc, contrairement à ce que pensaient nos camarades des réseaux professionnels du secteur privé, qui pensaient que, évidemment, l'État était exemplaire et que la loi Sauvadet, finalement, était la loi pour le secteur public, eh bien, quand elles ont découvert ça, elles ont dit, mais l'État n'est pas du tout exemplaire. C'est-à-dire qu'il ne s'applique pas à lui-même ce qu'il applique au secteur privé. Et donc, on a dit à nos petites camarades, mais écoutez, on va se mettre ensemble. Et puis on va expliquer que l'État, il doit s'appliquer à lui-même ce qu'il applique au secteur privé. Voilà. Et donc sur la question du partage de la gouvernance. Donc on a travaillé là-dessus. On a beaucoup alimenté Madame Rixain l'année dernière, puisqu'elle elle a fait passer sa loi, comme vous le savez, en décembre 2021 sur la parité dans les COMEX, CODIR, et elle s'est beaucoup appuyée sur la compétence de nos réseaux pour pouvoir alimenter le contenu de sa loi. Et c'est là que les réseaux professionnels féminins sont vraiment une ressource pour les pouvoirs publics. C'est que quand Marie-Pierre Rixain a rédigé une première partie, la première mouture de sa loi, le MEDEF lui avait dit, vous savez, vous n'y arriverez jamais, de toute façon, un COMEX, un CODIR juridiquement, ça n'existe pas, etc. Bon, donc on lui a dit, écoutez, vous inquiétez pas, on va vous trouver la solution. On a fait travailler donc les réseaux des femmes avocates, les réseaux des femmes fiscalistes, les réseaux des femmes de Bercy, etc. On a mis toute cette compétence bénévole, je ne vous raconte pas combien ça coûterait si on payait tous les membres de nos réseaux pour faire finalement des propositions d'un certain niveau. Et donc on lui a proposer une nouvelle rédaction de sa loi qui finalement est passée juridiquement. Et là, on a COMEX CODIR. Et figurez-vous, je vous donne un scoop, c'est qu'à partir du 5 avril, nous allons avoir la même loi pour la fonction publique. Voilà. Et ça, je peux dire que c'est 100% l'action des réseaux féminins. D'accord. Bravo. On en parlera dans Opinion Internationale parce que je sais pas, j'espère que les médias vont tous relayer. Ah bon, on va aussi employer. J'en suis certain. On va refaire circuler la parole après, vous allez pouvoir échanger. Je vais me tourner vers Nathalie Wright. Vous êtes la directrice de Digital IT et développement durable du groupe Rexel. Est-ce que vous pouvez vous présenter rapidement et nous dire en même temps quelle place le courage, selon vous, a compté dans votre parcours personnel et professionnel? Oui. Alors peut-être que quand vous m'avez parlé de ce thème, j'ai été regarder la définition de courage dans le dictionnaire, parce que je me sentais pas forcément plus courageuse qu'une autre ou dotée d'un super pouvoir particulier. Et en fait, il y a deux choses qui en sont sorties. En regardant ça, finalement, être courageux, alors j'ai vu qui n'a pas peur. Alors moi, j'ai pas eu l'impression que tout au long de ma carrière, je n'avais jamais eu peur. Je pense que j'ai réussi à vaincre mes peurs, ce qui est un petit peu différent. Et comme Béatrice, je pense que finalement, j'ai eu un parcours où, avant de travailler chez Rexel, qui est un distributeur de matériel électrique, une entreprise française, de grosse entreprise française, et là où je fonctionne dans un environnement, je dirais, plus classique, peut-être par rapport à l'industrie française, j'ai travaillé tout le reste de ma carrière pendant 25 ans dans des sociétés américaines. Et c'est et d'ailleurs, j'ai partagé un petit bout de chemin avec Béatrice, pour ne rien vous cacher. Et en fait, je crois que ça m'a permis, et donc si je caractérise mon parcours, j'ai eu des fonctions, j'ai commencé dans la finance, après j'ai fait des opérations, du marketing, je suis passée de l'informatique au télécom, j'ai travaillé pas mal d'années chez Microsoft, et j'ai eu cette opportunité d'être dans des entreprises qui quand même, je crois, même si je raconterai quelques anecdotes aussi, j'ai tapé plafond de verre une ou deux fois et j'ai été confrontée à des stéréotypes bien costauds, mais je crois que j'ai quand même été dans un environnement où on appréciait ce que je faisais par rapport à mes résultats et pas forcément par rapport à mon temps de présence. Et donc je pense que ça m'a donné un contexte qui m'a permis peut-être d'exprimer ce que j'avais envie d'être, ce que j'avais envie de faire d'une façon un petit peu plus aisée que je n'aurais pu le faire dans une entreprise plus classique, dans des entreprises plus classiques, si je compare ce qui m'est arrivé par rapport à mes copines de fac. Et donc, quand je pense au courage, je pense que le vrai courage que j'ai eu dans un environnement technologique extrêmement
secouant. Enfin, je veux dire, j'ai changé d'entreprise, pas parce que je voulais changer d'entreprise, parce que les entreprises disparaissaient, étaient rachetées. J'étais dans une entreprise qui s'appelle WorldCom au moment où elle est passée sous le chapitre 11 parce que le patron s'est retrouvé en prison. Donc c'était une succession de situations où il a été nécessaire que, quand je disais vaincre mes peurs, pour saisir des opportunités qui m'ont été proposées parfois. Mais en fait, je pense que je suis un peu quand même l'exemple de ces femmes auxquelles on donne des jobs un peu impossibles, où il y a pas forcément, où il y a un gros risque à prendre, où on n'est pas forcément compétente, donc il faut affronter sa peur de ne pas être en capacité d'eux. Et c'est ce qui a caractérisé, je pense, ce parcours. Et c'est là où j'ai trouvé ce courage de prendre des sujets, de suivre mes intuitions, d'être accompagnée parfois par des gens très bienveillants, parfois par des gens qui se disent, bon, de toute façon, tant qu'à faire, on n'a qu'à la mettre, elle va peut-être y arriver, quoi, parce que c'est quand même il y a 2 ou 3 situations, c'est un peu ça quand même. Et je pense que c'est ce qui pourrait peut-être caractériser le courage. J'aurais pu poser la question à la présidente d'IBM France. On est souvent dans les milieux informatiques, programmation, développement, ce sont des métiers peu féminins. Même certains disent que la façon d'écrire, enfin l'écriture des logiciels est même très masculine à bien des égards. Dans le milieu de l'industrie, de la technologie, etc., on dit souvent aussi que c'est un milieu extrêmement masculin. Est-ce que justement le courage, c'est pas ce petit plus que vous avez en plus de vos compétences, parce qu'on ne vous juge pas malheureusement toujours que sur vos compétences, on vous met à l'épreuve et ensuite c'est le petit plus qui vous permet d'avancer quand même. Oui, et de repousser les barrières. Alors c'est peut-être la deuxième partie de la définition du courage qui était finalement l'énergie. Avoir de l'énergie. On est courageux parce qu'on met de l'énergie. Alors ça, j'ai pas d'avis, parce que je ne sais pas où l'inné, l'acquis dans ce domaine, je n'irai pas sur ce terrain-là, mais c'est vrai que je pense que ça demande cette énergie, ça demande aussi d'assumer sa différence. Parce que, je vous donne il y a des situations très particulières et peut-être que vous avez peut-être été confrontés aux mêmes expériences. Quand on est dans un comex, on est la seule femme, prendre la parole, c'est pas facile. Quand il y a des tas de situations où on sent qu'on nous regarde, piloter un business, venir vendre. Il y a quand même des caractéristiques dans la façon dont on nous regarde. Et peut-être parfois dans la façon dont on se comporte, qui nécessite un certain courage, ou en tout cas une énergie, et le courage de se dire, mais si, on va y arriver, quoi. Et heureusement, on est parfois confronté à des situations de stéréotypes. Les anecdotes, c'est quand on m'a première revue de salaire, on m'explique qu'on n'allait pas beaucoup m'augmenter parce que mon collègue, lui, fallait l'augmenter davantage parce qu'il était responsable de famille et que moi, non. Ou qu'on ne pouvait pas me confier un poste parce que j'avais déjà un enfant et peut-être que j'allais vouloir en avoir un deuxième. C'est plus aujourd'hui, on peut pas l'exprimer. Ça ne veut pas dire qu'on n'y pense pas, mais on peut pas l'exprimer. On peut moins l'exprimer. Mais je veux dire, c'est bon. Là, il y a des moments où il faut avoir le courage de se dire, bon, mais c'est pas grave, je vais pas lâcher, quoi. Mais c'est vrai que ces environnements-là, alors dans la tech, je sais, c'est vrai qu'on n'est pas nombreuses, mais aujourd'hui, je suis dans la distribution de matériel électrique, il n'y a pas beaucoup de femmes non plus. Donc, je pense que ce sujet-là reste entier et à adresser. Merci. Muriel Barnéou. En dehors d'arriver en retard, qu'est-ce qu'elle fait? Je suis désolée, c'est la SNCF, c'est pas moi. Ça a été de haute lutte, parce qu'on vous envoie. S'il y a quelqu'un de la SNCF dans la salle, sachez qu'envoyer un SMS et dire désolé, on n'assurera pas votre train, ça suffit pas. Ça serait top de pouvoir dire et voilà les suivants, ou et voilà le lien vers du covoiturage, ou et voilà le bus. Vous voyez, trouver la solution ou proposer les solutions. Message, ça serait formidable. Ouais. Mais alors. C'est juste pour m'excuser, pour vous prier de m'excuser. C'est d'autant plus presque amusant. SNCF, tout est possible. C'était, je pense, ça a été un des slogans publicitaires les plus mémorables. Qui était courageux. Pardon ? Et vous dites ? Qui était courageux. Qui était courageux, mais je ne sais pas s'il ne s'est pas un peu retourné contre la marque au fil des années et du temps. Et vous êtes la directrice de l'engagement sociétal du groupe La Poste. Oui, c'est ça. Dont on ne sait plus si c'est une entreprise publique ou privée ou un peu. Non, elle est entreprise normale. Bien, bon, très bien. Normale. D'accord. Elle est SA,
normale. Elle a juste 2 actionnaires particuliers, qui sont la Caisse des dépôts et l'État au travers de l'APE. Mais en dehors de ces 2 actionnaires particuliers, ça reste un groupe détenu par des acteurs publics, mais elle agit sur un marché qui est un marché totalement concurrentiel normal. Et alors, est-ce que vous avez fait preuve de beaucoup de courage pour en arriver où vous êtes ? Alors, moi, j'aurais bien voulu rendre hommage au courage des hommes qui m'ont amené là où je suis. Et qui m'en a aussi du coup, qui m'en ont aussi du coup de fait donné. Voilà. Je pense vraiment qu'il y a eu au moment où les décisions se prenaient et le fait de choisir quelqu'un qui était plutôt jeune et plutôt femme, hein, là pour le coup il n'y avait pas trop d'ambiguïté, dans mes jobs, dans un univers qui peut vous paraître là pour le coup neutre, mais l'univers postal et notamment l'univers moi dans lequel j'ai beaucoup agi dans l'univers postal, c'est la logistique et l'IT. Hein. Et le numérique, donc des univers qui sont là aussi pas très féminins par nature. Et je pense qu'il y a des hommes qui ont été déterminants dans leur manière de dire, donc on va lui faire confiance parce qu'on pense qu'elle a les ressources, et on va aussi affronter le regard d'autres hommes, notamment, en disant qu'on la nomme là, et malgré... bien qu'elle soit une femme. Ça, et ce courage-là, moi, m'a aussi donné la force. Peut-être qu'on parlerait de syndrome de l'imposteur, enfin de tout ce que l'on peut connaître les unes et les autres. Ça a été quelque chose de très, très important et très déterminant autour de la confiance que ça procurait. Et le deuxième grande ressource que je pense avoir conservée, notamment a été de m'assumer en tant que femme à des postes de pouvoir. Je me souviens d'un mot d'un de ces hommes qui n'est plus de ce monde, me disant « faut que je vous dise un truc. Est-ce que vous savez que vous êtes une femme ?» Et j'avoue que la question m'a un peu étonnée. Et en fait, j'ai compris que je commençais à prendre les travers de modes de fonctionnement masculins dans sans doute plein d'interactions ou de modes de réaction. Et son message a été extrêmement précieux pour moi pour désinhiber quelque chose autour de « bah oui ». Donc avec des envies de bijoux, des envies de vêtements, avec un truc de femme et avec des caractéristiques de femme aussi, ce qui m'amène notamment aujourd'hui, moi, à beaucoup militer autour de la manière dont on recrute, la manière dont on promeut, la manière dont on nous soumet tous les uns et les autres à différents jurys. Et où on va essayer d'expliquer aux filles qu'il faut qu'elles soient un peu moins sensibles, un peu moins émotives, un peu plus dures, un peu plus ambitieuses, et où je trouve que justement notre droit absolu, c'est d'être ce que l'on est, comme on est, avec nos émotions, avec notre différence, et que c'est au jury de s'adapter. Et qu'on doit apprendre à ces jurys justement à réagir à de l'émotion, à réagir à des façons d'être qui sont peut-être pas tout à fait dans les codes habituels, mais qui vont faire partie de cette diversité qu'on apporte et qu'on transporte avec nous. Donc moi, mon courage, je pense que je le tiens vraiment d'hommes qui ont été courageux et qui m'ont donné la confiance dont j'avais besoin sans doute. Alors ce qui est intéressant, vous allez pouvoir interagir l'une et l'autre tout à l'heure. Chacun a une autre perception, un autre rapport au courage. Je me tourne vers Jolie Andrès. Alors Jolie Andrès, vous êtes Lobbying Funds and Relations Institutionnelles Manager d'Engie, mais aussi conseiller au commerce extérieur français. Là, on rejoint un petit peu la diplomatie sous un autre angle. Écrivaine et conférencière sur le leadership féminin et l'inclusion. Et alors, en fait, vous allez faire le lien avec le film de Yann Arthus Bertrand et de Anastasia Mikova, puisqu'en fait, vous n'êtes pas dans le film de Woman, mais vous êtes quand même dans l'exposition qui en a été tirée et dans toute l'écriture qu'en a faite Yann Arthus Bertrand. Alors, le courage,
quelle place tient-il dans l'ascension d'une femme, en fait, dans la vie professionnelle et dans l'entreprise? Alors oui, effectivement, j'ai fait partie des premières personnes qui ont été interviewées sur le film, et c'est un beau souvenir puisque j'étais enceinte donc de mon deuxième enfant, et donc j'en garde un beau souvenir. Alors moi, j'ai eu un parcours qui a commencé de façon très chaotique. Donc comme vous voyez, je suis un peu colorée. Je viens d'Afrique et je ne voulais surtout pas vivre en France. Je venais pour faire mes études avec un objectif précis, repartir dans mon pays, travailler et faire ce giving back. Et puis là, je rencontre l'amour, un Français, un blanc, et je l'annonce à mon père qui était un notable, qui était très proche de l'ancien président et qui avait donc déjà une voie toute tracée pour moi. Dans quel pays du coup? Le Gabon. Déception totale, il a failli faire un arrêt cardiaque quand je lui ai dit que je me mariais avec un blanc, et surtout, il m'a dit « mais pourquoi tu prends ce chemin catastrophique? En France, tu ne seras jamais qu'une immigrée, tu n'auras jamais un véritable travail. » Et je lui ai dit, non, tu te trompes, papa, Paris, c'est la capitale de la diversité, des droits de l'homme. Et là, j'ai voulu démontrer à mon père qu'il se trompait. Je commence dans une grande entreprise où ça se passe très très bien. Je fais un stage, on m'invite à postuler en me disant que je coche toutes les cases. Sauf qu'en attendant, c'est un contrat d'intérim qui m'est proposé. Et cet intérim, donc très bien, il va durer finalement 10 ans. 10 ans durant lesquels, à chaque fois, donc on m'explique soit qu'il faut que je reparte dans mon pays d'origine, comme ça j'aurai vite un travail dans cette multinationale qui était entre autres présente dans mon pays. Et une autre fois, on invite des recruteurs de mon pays pour effectivement m'auditionner. Une autre fois encore, la RH me dit « mais qu'est-ce qu'on va bien pouvoir faire de ton cas ?» Parce qu'évidemment, il faut faire preuve de créativité quand on veut prolonger des contrats d'intérim. À chaque fin de mission, il fallait le renouveler, il fallait trouver un motif. Et elle me dit « mais Jolie, tu es femme, tu es noire, est-ce que tu n'aurais pas un tout petit handicap qui nous permettrait de t'embaucher dans le cadre des quotas ?» Alors, on parle souvent de plafond de verre. Il faut savoir que quand on est issu de la diversité, on a le plafond et on a les parois de verre. Une autre fois, la RH, qui je crois était super bienveillante et pensait m'aider, me dit « on a une solution, on peut t'embaucher rapidement, mais ce sera en assistante, tu comprends ?» Alors, justement, j'avais fait le maximum d'études parce que je voulais cocher toutes les cases et je ne voulais surtout pas qu'on trouve un prétexte pour ne pas m'embaucher à un poste qui serait à minima équivalent à mes compétences ou à ma formation. Et pour finir, parce que 10 ans, vous imaginez, ça s'est terminé que du jour au lendemain, il y a une RH qui a tiré une sonnette d'alarme en disant il est quand même temps que vous décidiez d'embaucher Jolie Andrès. Et là, mon chef m'a appelé en me disant il va falloir que tu quittes l'entreprise parce que tu mets l'entreprise à risque, mais on va trouver une solution. Et le lendemain, il m'a appelé pour me dire on a une bonne et une mauvaise nouvelle. La bonne nouvelle, c'est que tu peux revenir dans l'entreprise, et la mauvaise nouvelle, c'est que tu as 1 mois pour quitter définitivement l'entreprise. Donc, inutile de vous dire que quand on a un parcours comme ça, finalement, moi qui n'ai pas du tout été élevée, éduquée dans un contexte où il fallait me battre, où il fallait... en fait, je me suis rendu compte que j'ai dû puiser à l'intérieur de moi ce courage qui finalement était là. Et ça m'a aidé à ne pas me laisser enfermer, à me dire il n'y a pas de raison que je n'y arrive pas, je tombe certainement sur les mauvaises personnes, je finirai par trouver sur les bonnes personnes. Et ça s'est terminé, évidemment, je suis sortie de cette entreprise, je suis allée dans une autre entreprise et je voulais, en plus j'aime les challenges, je voulais travailler exclusivement dans les grandes entreprises françaises. La deuxième entreprise, au moment de m'embaucher, il y a la crise financière, ne peut plus m'embaucher. Alors, je suis le gardien du temps. Oui, Donc, on va aller à la fin, c'est-à-dire pas la fin, c'est l'avenir. Mais aujourd'hui, est-ce que vous avez toujours besoin, ce sentiment que
une fois posées vos compétences, votre rayonnement, vous êtes aussi écrivaine, votre dernier livre c'est La place des femmes dans l'espace public chez l'Harmattan. Est-ce qu'aujourd'hui encore vous avez le sentiment « Ah oui, il faut que je fasse preuve de plus de courage parce qu'il y a toujours des barrières, ces plafonds de verre que vous ressentez ou vous avez réussi à vous faire pleinement reconnaître ?» Alors, pour juste finir, donc, je suis arrivée dans cette entreprise aujourd'hui où je travaille, où donc j'ai eu le premier CDI dans cette grande entreprise. Et je me disais, ok, j'ai posé mes valises, maintenant il va falloir que je construise ma carrière. Et une fois de plus, vu que le métier que je voulais faire à la base n'était pas celui que j'exerçais, j'ai décidé une fois de plus de changer et d'aller vers un métier où là, on a essayé de m'expliquer que non, faire du lobbying et des relations institutionnelles, chez nous, c'est la crème de la crème qui le fait. Et donc, tout un tas de phrases qui, moi, ne m'ont pas découragée, mais qui, au contraire, finalement, ont nourri et m'ont donné encore plus envie de me dire c'est là quelle est ma place, et c'est de prendre ma place. Donc oui, forcément, et je pense que aujourd'hui, avec ma fille, c'est ce que j'essaye d'inculquer à ma fille, de lui expliquer, de lui donner aussi les clés pour qu'elle puisse, elle, à son tour, essayer en tout cas de braver ces obstacles. On est toujours face à ces difficultés parce que j'ai choisi le chemin qui n'était pas le plus facile, d'évoluer dans une société qui n'est pas forcément conçue pour des personnes issues de la différence, et qui, en plus, aujourd'hui, commence à s'ouvrir, mais on est encore au tout début. Voilà. Alors, mesdames, il nous reste 10 minutes pour permettre d'interagir par rapport à ce que les unes et les autres ont pu dire. Est-ce que vous retrouvez dans les présentations des unes et des autres, Madame Pile, par exemple? Moi, ce que j'entends, c'est ne rien lâcher. C'est ça que j'entends. Il y a la prise de risque. Donc il y a la prise de risque dans le secteur public, dans le secteur privé, dans le secteur associatif. La prise de risque, par exemple, dans le secteur public, c'est vraiment, c'est aussi au cœur de nos missions, c'est-à-dire faire passer l'intérêt général avant son intérêt particulier. Et ça, c'est vrai qu'on est régulièrement dans ce genre de situation. Et puis c'est ne rien lâcher. Je pense que c'est ce que j'entends en fait. Il faut avoir une force intérieure, une force de conviction. Et ce courage, c'est un courage intérieur qui est lié en fait à une vision qu'on peut avoir à la fois de soi-même et de son parcours et de valeurs qu'on souhaite oui, c'est ça, ce sont des valeurs qui sont structurantes pour soi et qui nous font avancer. C'est ce que j'entends surtout. C'est vraiment être tenace, ne rien lâcher. Moi, il y a un angle vous en avez peut-être parlé, donc pardonnez-moi, mais qu'on éclaire assez peu, c'est que je pense que ce sujet d'égalité ou d'équilibrage des forces, il se joue aussi dans un univers dont on ne parle pas souvent, mais qui est l'univers de la maison. Et qu'on n'aborde pas parce que ça n'est pas le lieu, évidemment, mais où en tant que parents, on a un rôle absolument phénoménal dans la manière dont on élève nos enfants, nos filles et nos fils. Moi, c'est la seule chose que je changerais. Si vous aviez posé la question de qu'est-ce que vous changeriez, et c'est votre propos qui m'y fait penser. Moi, j'ai été élevée dans un univers où il n'y avait aucune différence. Aucune. Et du coup, je n'étais absolument pas préparée aux premières vagues que j'ai rencontrées du type « elle est là parce qu'elle a couché, elle est là parce qu'elle est une femme, elle n'est évidemment pas là pour les compétences qu'elle a ». Et n'ayant pas du tout été préparée à ça, moi, ça m'a fait très mal. C'est vraiment aller très profond dans cette idée de pas capable, dans cette idée de pas là parce que ce que je savais faire, mais là pour d'autres raisons. Et c'est la seule chose que moi je changerais ou je ferais évoluer, et c'est une des choses qu'on a tous la possibilité de faire, c'est ce qui se joue à la maison et ce qui se joue dans l'éducation
vraiment très, très intime avec nos fils et nos filles, et évidemment dans les relations avec nos conjoints divers et variés. Madame Costa aussi. Oui, je réagis à tout ce que j'ai entendu, je me reconnais aussi énormément, ça résonne beaucoup. Et Muriel, par rapport à ce que vous avez dit tout à l'heure sur le fait d'être soi-même, je pense que ça c'est une dimension qui est fondamentale parce que justement quand on est en minorité, en fait, on se sent écrasé par des stéréotypes qui ont des codes communs. Et moi, quand j'ai commencé à travailler, le leadership, il se traduisait par un vocabulaire extrêmement viril. Ça, c'est la version pudique, en fait, du vocabulaire et des codes. Et en fait, franchement, moi, j'ai toujours été avec des garçons, etc. C'était pas le problème, mais c'était pas moi. Et j'avais pas envie d'être comme ça et de changer mon comportement. Mais c'était très difficile. Et puis, j'ai entendu que j'étais trop féminine. Et en même temps, voilà, moi j'avais envie d'être ce que j'étais. Et je trouve que ce qui a énormément évolué, et ça pour moi c'est un des points les plus enthousiasmants, c'est qu'on est passé d'un leadership qui était monostyle, viril. Ensuite, il y a eu une étape où on définissait des catégories de leadership, il fallait rentrer dans une case. Ça franchement, ça m'allait pas du tout non plus, mais c'était déjà un progrès. Et aujourd'hui, l'énorme différence, c'est que quand même le message est compris, qu'on part de soi-même et on doit travailler à révéler la meilleure version de soi-même. Simplement, une fois qu'on l'a dit, l'important, c'est de réussir à le faire. Et je pense que c'est tout un cheminement, c'est passionnant, c'est là où il faut aider aussi autour de nous, encourager. Et je pense que ce message-là, pour moi, et par rapport à ce que vous dites sur l'éducation aussi, je pense que c'est très important d'expliquer aux jeunes que personne ne peut leur demander d'être quelqu'un d'autre. Et donc, il faut arriver à trouver sa place en exprimant vraiment qui on est et avoir au fur et à mesure l'intelligence de s'adapter aux situations, etc., bien évidemment, de mûrir, mais fondamentalement, on ne peut pas changer qui on est. Et ça me paraît essentiel. Mais ce qui on est se forge dès la naissance et avec l'éducation. Enfin, je pense que moi, je remercie mes parents de m'avoir inculqué le respect des femmes et l'étrangeté que j'ai rencontrée comme vous, de voir en grandissant qu'il y avait des inégalités entre les femmes et les hommes, que les salaires n'étaient pas les mêmes, voilà, mais ça, certains l'acquièrent au biberon et d'autres pas. Et ça commence très très tôt, effectivement. Et je pense qu'il faut prendre les problèmes à la racine. Madame Wright ? En fait, quand je nous écoute et puis quand je nous vois là toutes les 5 un vendredi soir, après une semaine un peu chargée, avoir envie de partager tout ça, je pense qu'il ne faut pas... Enfin, il y a aussi un sujet, c'est cette énergie positive. Qu'est-ce qui nous porte ? Qu'est-ce qui fait qu'on a cette envie-là, cette envie de partage, cette envie d'affronter ces difficultés. Alors parfois on est accompagné, mais même en trouvant des gens autour de nous, il y a quelque chose en nous qui fait ça et qui conduit à ça. Et je pense que c'est aussi ce qui caractérise très souvent les situations dans lesquelles on s'est retrouvé, c'est l'envie de transmettre, c'est l'envie, tu le disais, de porter des sujets qui peut-être nous dépassent un peu. Enfin, je pense qu'on arrive à se mobiliser, on a réussi aussi à affronter ces difficultés qui sont réelles. Et je crains quand même qu'il y en ait toujours. Enfin, on n'est pas dans un monde complètement idéal, même si les choses évoluent dans le bon sens. Elles sont portées par un supplément d'action qui dépasse un peu peut-être le moteur juste d'aller chercher le pouvoir ou de gagner beaucoup d'argent. Je pense qu'on va chercher autre chose dans nos ressorts personnels qui nous conduit à être ce que nous sommes. Alors le temps passe très vite, donc on va conclure. Jolie Andresse, encore peut-être un petit mot par rapport à ce qui a été dit par vos je rejoins voisines. complètement tout ce qu'ont dit mes voisines. Pour moi, le courage, c'est aussi finalement être aligné, être soi, comme vous disiez, mais être aligné par rapport à soi, par rapport à qui on est, et puis oser prendre sa place, oser. C'est vrai que c'est pas évident, c'est pas toujours facile, surtout quand on est renvoyé dans ses retranchements. Mais finalement, le fait d'être aligné et d'oser, je pense que voilà, c'est ça le courage et ça nous aide à avancer. Alors juste avant de conclure, j'aimerais saluer, parce qu'on a un timing très serré, il y a beaucoup d'éminentes personnalités présentes, mais permettez-moi de saluer Guylaine Alajoanine,
est une amie, qui est une marraine d'Opinion Internationale et qui est Madame Télémédecine, fondatrice, initiatrice, avant-gardiste dans le développement de la télémédecine en France. Et je voulais saluer ta présence parmi nous. Alors, vraiment 30 secondes. Je voudrais dire simplement un mot. C'est magnifique, la beauté dans la grandeur, et surtout se rappeler la phrase de Goethe, l'éternel féminin nous attire vers les hauteurs. Et Marcel Pagnol disait, les femmes ont une bonne volonté courageuse. J'ai présidé les femmes entrepreneurs, je préside le Club mondial des entrepreneurs. Il y a 40 ans, je me suis retrouvée comme vous. Eh bien, de nos combats, quand on vous voit aujourd'hui, j'en ai presque les larmes aux yeux, bravo, parce qu'on n'a pas combattu pour rien. Merci Guylaine. Merci mesdames, on a parlé du courage d'entreprendre et maintenant on va parler du courage de la liberté. Et vous allez voir que la diplomatie est très présente dans la deuxième partie. J'appelle... dans l'ordre ou dans le désordre, Ala Poedi, Ngare Ali Rezaï, Faïmé Robiol, Samira Djouadi, Hélène Pichon et Maria Adlé. Et comme il n'y a que 6 chaises, je vais vous laisser ma place. Voilà. N'hésitez pas à vous installer. Allez-y, bonsoir. Alors, je crois qu'il manque Faïmé Robiol, mais elle va venir un petit peu plus tard. Alors, là, on va parler d'une autre dimension du courage, qui est celle, évidemment, de la liberté. Et ceci pour insister sur le fait que, grosso modo, il n'y a pas de révolution politique, de révolution de la liberté sans que des femmes en soient souvent les moteurs. Et puis on va parler de la liberté de s'exprimer, de la liberté de l'information, de la liberté également des spiritualités. Et permettez-moi de commencer avec Ala Poedi. Alors Ala Poedi, vous êtes consultante franco-ukrainienne pour LCI, spécialiste en intelligence comportementale. Alors franchement, on ne pouvait pas ne pas rendre hommage à un peuple courage qui est l'Ukraine. Vous êtes ukrainienne. Alors évidemment, pour tout le monde, mais dans cette deuxième table ronde, ce que vous allez porter, c'est votre courage personnel, mais c'est celui aussi des peuples ou des causes que vous représentez. Qu'est-ce que vous pouvez nous dire en moins de 5 minutes pour vous présenter, mais surtout pour parler de ce peuple courage qui est le peuple ukrainien? Oui, merci beaucoup. Bonsoir tout le monde. Merci de me donner la parole et de m'inviter à cette assemblée des femmes pour parler de courage féminin, et aussi pour parler de l'Ukraine, bien évidemment, même si je ne sais pas comment vous suivez les événements. Je pense qu'aujourd'hui, on ne peut pas ne pas suivre ce qui se passe en Ukraine, parce que ça se passe en Europe. En Europe, nous sommes en pleine guerre, violente, barbare, où il y a un grand pays qui est en possession des armes nucléaires, qui est en train d'anéantir un petit pays qui ne voulait que vivre en paix et construire son avenir démocratique. Donc ça fait plus d'1 an que cette guerre a commencé, et malheureusement, dès le premier jour des bombardements, l'exode de la population a commencé. Tous ceux qui ont eu peur, tous ceux qui étaient obligés de partir parce que tout simplement leurs maisons, leurs immeubles où ils habitaient, leurs appartements étaient détruits. Et plus de 7 millions de personnes aujourd'hui, 7 millions d'Ukrainiens qui se trouvent en Europe. Il y a en France, on donne le chiffre, à peu près 100 000 personnes. Parmi ces 100 000 personnes, il y a à peu près 90% des femmes avec des enfants, souvent, 1, 2, 3. Et par la force des choses, parce que j'ai créé en 2018 le seul et unique business club franco-ukrainien, parce que en étant toujours un peu idéatrice et pédagogue dans mon âme, je voulais vraiment faire connaître l'Ukraine comme un pays où on peut investir, un pays magnifique, où on vit bien, où on mange bien, où on est entouré de l'élégance, de l'esthétisme, de la beauté.
Et j'avais cette envie d'amener peut-être les entreprises, les petites entreprises françaises, parce que les grandes entreprises étaient en Ukraine. Et comme ça, c'était dans la région Rhône-Alpes, à Lyon, parce que j'habitais Lyon à l'époque. J'étais un peu connue et finalement, les premières arrivées dans la région, tout de suite, on m'a contactée et je me suis retrouvée un peu au cœur des événements par la force des choses. Sans parler de LCI, bien sûr, parce que LCI, c'est arrivé après, mais j'ai commencé à intervenir en tant que spécialiste sur l'Ukraine pour parler de cette guerre sur BFM d'abord, et après c'est LCI qui m'a récupérée. Et on me voyait beaucoup plus, et finalement je recevais ces appels de tous les côtés. Mais c'était une vague de détresse que je me sentais obligée de gérer. Et je voyais ces femmes qui partaient avec rien, qui arrivaient avec un sac en plastique où il y avait tout ce qu'elles pouvaient attraper. Il fallait les loger, il fallait trouver où s'habiter. Et en fait, la France s'est organisée parfaitement bien. Il y avait toute une vague de solidarité merveilleuse. Et je remercie les Français, tous ceux qui ont aidé et continuent à aider pour ça. Mais il faut dire que quand on voyait ces femmes tremblantes, arriver sans rien, parfois la nuit, on nous appelait la nuit, quelqu'un qui promettait à une femme avec son petit enfant de l'amener de Lyon à Nice, et de Paris à Nice, et il l'a jeté à Lyon en disant il ne veut plus l'accompagner. Il fallait trouver les solutions rapidement. Et c'est là où je voyais le courage de ces personnes qui prenaient l'instant du moment. Voilà, c'était le moment présent. Il fallait le vivre, il fallait survivre. Elles comprenaient qu'elles ne sont plus en danger de mort réelle physique, c'est-à-dire il n'y a pas de risque de recevoir les bombes ou les missiles russes sur la tête. Mais par contre, il fallait tout faire pour s'installer. Et je vois ce courage parmi ces personnes, parce que ce sont des réfugiés et déplacés. Les réfugiés, vous savez, ce sont ceux et celles qui arrivent, ils s'installent définitivement tant qu'ils peuvent pour longtemps dans un pays d'accueil. Et déplacés, c'est ceux qui se déplacent mais qui veulent repartir. Et je peux vous dire qu'il y a beaucoup plus, je vais finir, oui, parce que j'ai beaucoup de choses à dire. Mais moi j'ai une question. Je finis avec les déplacés pour dire que, et les autres sont déplacés, donc elles s'investissent tous. Il y a vraiment toujours la vague de solidarité qui continue, mais il y a eu aussi beaucoup de problèmes. Et donc nous sommes en train de gérer les problèmes aussi. C'est pas aussi rose, c'est pas aussi magnifique. Mais on continue parce qu'il n'y a pas d'autre choix en attendant que l'Ukraine gagne dans cette guerre et que la Russie poutinienne disparaisse. Voilà. Merci pour votre enthousiasme. Je pense que ceux qui se penchent sur l'histoire des guerres verront qu'avec cette guerre-ci, les guerres ont souvent été le monopole des hommes et les femmes étaient en arrière du front et attendaient désespérément le retour de leur homme. Là, ça a complètement changé et je suis vraiment, mais dès les premiers jours de l'invasion de l'Ukraine, on a vu des femmes extrêmement présentes, extrêmement engagées, défendre leur pays. Et je trouve que le courage, l'égalité femmes-hommes, elle s'est aussi jouée là. Et je pense que l'adhésion de l'Europe à l'Ukraine tient beaucoup à l'engagement de femmes ukrainiennes. Et je pense que cette dimension, elle est très importante. Il y a plus de 40 000 femmes qui sont des militaires en armée et plus de 5 000 qui sont au front en première ligne. C'est-à-dire que ce sont des femmes qui se battent avec les armes, avec les hommes, dans la boue, dans cette absence totale de tout confort. Vous voyez les images, parce qu'il y a beaucoup d'images, beaucoup de vidéos qui circulent. Et c'est un courage pour moi inouï, mais qui vient tout à fait naturellement de l'envie du peuple ukrainien, de cette liberté, parce que on est pacifique tant qu'on ne nous touche pas, mais dès qu'on commence à nous agresser, on répond et on répond violemment. Et c'est pour ça que je n'ai aucun doute sur notre victoire prochaine, avec l'aide de tous les partenaires occidentaux qui nous livrent les armes lourdes, parce que c'est la seule chose qui peut nous aider à gagner. Merci. Alors, je me tourne vers Engaré Lirezaï. Nous avons ensemble lancé une campagne ensemble pour la révolution Femmes, Vie, Liberté. Je disais tout à l'heure qu'il n'y a pas de révolution sans des femmes révolutionnaires. Mais alors là, s'il y a un exemple et un pays qui le montre avec une très très grande clarté, c'est l'Iran, puisque le 16 septembre 2022, il y a 6 mois, une femme
a été assassiné par un régime oppressif, Mahsa Amini, et cette révolution s'est tout de suite donné un nom, Femme, Vie, Liberté. Et donc vous êtes tuée, on se connaît bien, française et iranienne. Quelle est la place du courage pour les femmes iraniennes aujourd'hui, que ce soit à Paris ou à Téhéran, en moins de 5 minutes? C'est très compliqué de parler en moins de 5 minutes, comme vous-même, j'ai été très touchée. J'ai quand même envie de commencer à dire quelque chose à titre liminaire, c'est merci de nous laisser parler ce soir. Merci, une fois par an, on a une journée de la femme. Sérieusement, et tout ce que j'ai entendu jusque-là m'a beaucoup touchée. Donc c'est pour ça que je tenais à vous remercier, parce que c'est vrai que le combat de la femme, il est quotidien. C'est pour ça qu'on a une journée de la femme, parce que oui, tous les jours, les 364 autres jours, nous devons combattre. Mais bon, ce soir, je dois parler de l'Iran. Et pour répondre à cette question, je pense qu'effectivement, les Iraniennes aujourd'hui, et je parle de celle d'Iran, certainement pas moi, illustrent réellement le courage aujourd'hui. Mahsa Amini, vous en avez parlé, a été arrêtée pour une mèche de cheveux dépassée, a été battue et les coups ont été fatals puisqu'elle a succombé. Malheureusement, c'est terrible ce que je vais dire, mais elle s'en sortait pas si mal, parce que la plupart des femmes, quand elles sont arrêtées, elles sont violées, torturées. Et il n'est pas question que des femmes dans cette révolution. Elle a commencé avec les femmes, avec ce courage des femmes, mais aussi le courage des hommes qui les soutiennent et qui se battent tous les jours aujourd'hui dans la rue, au détriment de leur vie. Ils se battent comment ? En fait, en manifestant, en contestant. Voilà. On se fait arrêter en Iran parce qu'on conteste, parce qu'on klaxonne dans la rue dans la voiture contre le gouvernement, parce qu'on danse, on chante. Parce que l'Iran est un peuple millénaire, c'est aussi un beau pays, comme l'Ukraine. Un peuple millénaire dont le régime islamique essaye de, je dirais, faire disparaître tout vestige et toute sa culture. Et dans notre culture, on adore danser, chanter, faire la fête. Et ça, le régime islamique ne le supporte pas. Et ce qu'il ne supporte surtout pas, c'est le courage. C'est le courage. Et ça rend fou aujourd'hui notre gouvernement. Les répressions sont de pire en pire, mais en fait, la répression, la tyrannie, c'est ce qui fait tenir un tel pouvoir, malheureusement. Et j'en reviens, tout à l'heure, vous parliez de la définition de courage, et c'est vrai, c'est ne pas avoir peur, et puis surtout vaincre ses peurs. Et aujourd'hui, je pense que les Iraniennes ont voulu vaincre cette peur. Dire stop. La peur paralyse. La peur nous empêche réellement d'avancer. Et là, aujourd'hui, avec leur courage, malheureusement, il y a énormément de vies sacrifiées. Mais merci à elles, et en fait, merci à toutes les femmes du monde, depuis toujours, qui se battent pour qu'on vive. On ne doit jamais cesser, en fait, de se battre pour nos droits. On combat tous les jours. Le droit des femmes est fragile partout dans le monde. On l'a vu aux États-Unis, certains États. On a eu le droit à l'avortement, on n'a plus le droit à l'avortement. Le droit des femmes est réellement fragile. Et encore une fois, pour revenir sur l'Iran, parce que je n'ai que 5 minutes, ce courage, c'est un réel exemple, mais pas seulement pour les femmes en Iran. La révolution Femmes-Vie-Liberté, je pense, on en a parlé avec Michel, puisqu'on a créé justement cette campagne, est une révolution vraiment universelle qui touche toutes les femmes du monde, parce que nos droits sont fragiles et qui peuvent disparaître à tout moment. La vie qu'on a en Occident, c'est ce que je souhaite aux femmes iraniennes, et je le souhaite vraiment pour 2023. Je pense sincèrement que parce qu'elles se battent aujourd'hui, elles arriveront à faire tomber le régime. Encore une fois, je parle d'elles, mais à vrai dire, c'est avec tous ces hommes qui les soutiennent. Toutes ces vies brisées, parce qu'ils en ont vraiment brisé un paquet. J'espère, alors là je parle d'un vœu carrément pour 2023, mais j'espère que cette tyrannie s'arrêtera en Iran et que ce sera cet exemple de courage pour le monde entier, demain l'Afghanistan, et puis tous ces pays malheureusement qui sont sous l'oppression. Merci Ngari. Alors, avec l'Iran, on parlait d'une théocratie qui oppresse les femmes. C'est souvent le cas dans des régimes religieux qui dévient et qui extrémisent et qui radicalisent le rapport aux religieux. Alors, je me tourne vers Hélène Pichon. Hélène est directrice de l'Alliance française de la Haye.
fondatrice de l'International Women Forum en France et auteur, j'en suis l'heureux éditeur d'un très beau livre. Guylaine citait Goethe, je crois, tout à l'heure, mais le livre d'Hélène s'appelle L'Éternel au féminin, dont nous allons éditer une édition revue, augmentée et bilingue dans 2 mois. Hélène, alors, le courage des femmes, il en faut aussi dans le rapport aux spiritualités. Et je sais que c'est ton combat personnel, parce que, évidemment, les discriminations se portent aussi sur ce terrain-là. Alors, en moins de 5 minutes, comme ça, vous pourrez après toutes les 5 échanger. Merci beaucoup, mon cher Michel, pour cette introduction. Je remercie beaucoup aussi Sylviane Villaudière, ici présente, qui nous invite ce soir. Et puis, je salue le féminin sacré qui est en chacune d'entre vous, aussi bien sur le premier panel que dans cette salle. Effectivement, moi, le combat de ma vie, je suis aujourd'hui effectivement directrice d'une alliance française à La Haye, aux Pays-Bas, et très heureuse de servir le ministère de l'Europe et des Affaires étrangères. Mais en réalité, si j'avais pu être libre d'être moi-même, aujourd'hui je serais devant vous en qualité probablement de nonce apostolique. Parce que moi, c'était ma vocation à l'âge de 14 ans. Je voulais être un nonce apostolique. Et puis quand j'ai dit cela au prêtre de ma paroisse, il m'a dit « Mais enfin, Hélène, tu sais bien que ce ne sera pas possible. » Je lui ai dit « Pourquoi ce ne sera pas possible ?»« Mais parce que tu es une fille. » Et quand il m'a dit cela, je me suis dit « Tiens, c'est vraiment dommage, il n'a pas compris le message du Christ. » Et donc, j'ai converti ma vocation et j'ai embrassé la diplomatie culturelle pour un très beau pays, la France, qui porte évidemment les lumières de la conscience, les lumières, tout simplement. Donc j'avais quand même cette grande chance d'être née dans ce pays, la France. Mais je me suis dit quand même que pour cette fille aînée de l'Église, il y avait un vrai sujet, parce que, effectivement, ma conscience grandissant avec les années passant, j'ai compris que si le féminisme, c'est-à-dire simplement l'égalité entre les femmes et les hommes, s'arrêtait aux portes des églises, des synagogues, des temples, des mosquées, eh bien, il avait échoué. Et votre témoignage, madame, à l'instant précis, crie véritablement l'urgence du message que j'incarne, où je ne suis pas la seule à l'incarner. Au cours des siècles et dans toutes les familles spirituelles, il y a eu des femmes, des voix, parfois des voix masculines aussi, qui se sont élevées pour porter le même message. Et pour dire que, puisque Dieu n'est pas une femme et n'est pas un homme non plus, Dieu n'est ni homme ni femme, il est les deux à la fois, et pour cela, toutes les grandes familles spirituelles sont d'accord pour le dire, eh bien, il n'y a aucune raison pour que le leadership spirituel, dans quelque famille religieuse qu'il s'agisse, soit uniquement masculin. Et je pense que voilà, moi, mon âme s'est incarnée pour prononcer ce message, mais Hildegard von Bingen et bien d'autres, Kaina Baloul, Delphine Orwiller, Florian Chansky, Pauline Beb, Sherin Khan et tant d'autres, je pourrais les citer, je pourrais passer ma journée à égrener leur nom, portent le même message. Et je suis convaincue que tant qu'au sein des différentes familles spirituelles, les femmes ne trouveront pas leur juste place dans le leadership, eh bien dans le monde profane, on aura beau acquérir beaucoup de droits supplémentaires, ce qu'on a évoqué au cours du premier panel, eh bien on n'y arrivera pas. Parce que successivement et régulièrement, et Simone de Beauvoir l'avait très bien dit, régulièrement, ces droits seront remis en cause. Remis en cause par qui, par quoi ? Eh bien justement par ces formes de patriarcat qui n'ont pas laissé jaillir le génie de l'humanité. Et donc voilà, c'est le cri que j'incarne, que j'ai exprimé à travers cet ouvrage. C'est aussi mon combat quotidien de lutter pour cette justice spirituelle et cette égalité spirituelle dans toutes les familles spirituelles. Et je le fais aux côtés de nombreuses femmes que j'ai découvertes le long de ma route et qui font
progresser cette conscience spirituelle et cette capacité à libérer l'humanité de cette entrave dans cette strate, cette sphère de l'humanité très importante, parce que tout être humain est un être spirituel. Je ne pense pas que l'homme soit uniquement neuronal, je pense qu'il est également spirituel et que donc nous devons conquérir cette égalité entre les femmes et les hommes dans les familles spirituelles, toutes les familles spirituelles. Il y a au moins une personne qui pourrait incarner le lien entre les deux tables rondes et entre ce que vient de dire Hélène Pichon et ce que, mesdames, vous avez dit dans la première table ronde, c'est Max Weber. Parce que le sociologue Max Weber est très connu pour son livre fameux L'éthique protestante et l'esprit du capitalisme. Donc il a été un des penseurs du capitalisme, mais il a écrit un autre livre qui est La sociologie des religions, et que je vous invite à lire si vous le pouvez, parce que l'interaction entre les deux est très très forte. Et effectivement, je suis absolument convaincu, moi je ne suis pas autant plongé qu'Hélène dans les spiritualités, j'ai une position un peu plus, on va dire, agnostique, très précisément, mais je suis absolument convaincu, mesdames, que la servitude que les sociétés vous ont imposée provient du religieux, c'est évident. Et que le rapport au religieux, et j'ai une infinie en tant que bon Alsacien qui a grandi dans un régime concordataire où on avait des cours de religion tout en étant français et laïque, donc j'ai pas de problème avec les religions, mais la réalité c'est que je pense que les différentes anecdotes, mesdames, que vous avez pu compter, demandez-vous parfois si ça n'est pas des dimensions, des ressorts religieux qui ont amené certains hommes à vous manquer de respect. Alors, on a parlé de l'Iran, on a parlé de l'Ukraine, on a parlé des spiritualités, on va aussi parler de la France, parce que la liberté le courage de la liberté se pose aussi dans des enjeux associatifs, sociétaux. Je me tourne vers Samira Djouhadi, vous êtes la déléguée générale de la Fondation TF1. Et à ce titre, vous avez une énorme responsabilité parce que, évidemment, les médias jouent un rôle absolument fondamental dans la transmission des valeurs et pour essayer de repousser les nombreux plafonds de verre qui empêchent encore souvent les femmes d'avancer. Mais vous êtes aussi présidente des associations Sport à Vie, Tous en Stage et Stop Illettrisme. Qu'est-ce que le courage vous inspire? Est-ce que vous avez dû faire preuve de courage vous-même dans votre parcours? Et dans ce cri de la liberté, est-ce que évidemment il faut du courage pour les femmes? Bonjour à tous, merci en tout cas de me donner la parole. Je pense que le courage, il nous poursuit dès notre naissance. Je pense que c'est un peu notre curseur, en tout cas moi personnellement, effectivement, c'est ce qui m'a, je vais dire, sauvée entre guillemets, sauvée pour prendre mon chemin de vie en vérité. Moi je suis issue d'une famille de 8 enfants, mes parents ont quitté le Maroc pour venir en France, pour avoir un Eldorado entre guillemets pour leurs enfants, quelque chose de meilleur, quelque chose où effectivement la France leur apporterait. Et où moi je serais peut-être incapable de quitter la France pour aller au Maroc, par exemple, parce que voilà, mes racines à moi elles sont ici, avec bien sûr tout ce que mes parents ont pu me transmettre. Mais effectivement, quand on est issu d'une grande fratrie, moi je suis au milieu de 8 enfants, donc je suis la 3e, j'en ai au-dessus, j'en ai en dessous. Et il faut exister dans une fratrie où il y a des garçons, et quand on connaît un peu l'éducation musulmane où le garçon est le garçon roi, quoi qu'il arrive. Bon, moi j'ai 52 ans, donc je fais partie quand même d'une génération où les parents étaient là pour nous éduquer, pour surtout rien dire. Il fallait être bien, propre, parce que la France nous avait accueillis, parce que la France avait fait en sorte qu'on ait une autre vie que celle qu'on n'aurait peut-être pas eue au Maroc. Et donc, forcément, nous les filles, si on avait la chance d'aller à l'école parce qu'on était un peu bonne élève,
ça nous permettait d'avoir une autre oxygène et d'exister. Moi, ce qui m'a sauvée, c'est qu'un jour, je me suis réfugiée dans le sport, et c'est comme ça que j'ai pu prendre ma liberté. C'est comme ça que j'ai pu côtoyer d'autres personnes et prendre le courage de se dire, oui, c'est l'histoire de mes parents. C'est pas mon histoire. Moi, je dois construire la mienne, ce qu'ont pas fait forcément mes frères et sœurs. Donc, c'est là où on se dit, dans une même fratrie, on n'a pas la même philosophie, on pense pas de la même manière. Et ce courage et cette liberté, elle m'a permis d'entreprendre, elle m'a permis de sortir de mon cocon et d'aller chercher, je dirais, d'autres familles à l'extérieur. D'abord ma famille sportive au départ, et puis ensuite les gens que j'ai côtoyés, qui m'ont construit, parce qu'on a tous côtoyé des gens qui nous ont tendu la main et qui nous ont permis d'aller vers autre chose. Et je pense que toute cette niaque et ce cheminement que j'ai créé en étant jeune m'a permis d'entreprendre. C'est peut-être pour ça que je suis serial killer de l'entrepreneuriat, de créer des associations. Dès que j'ai un sujet où il y a une problématique, je me dis stop, je crée une association et je réponds à cette problématique. Bon, je touche du bois, tout ce que je crée, je l'ai réussi puisqu'ils existent encore. Mais effectivement, je pense que si on ne prend pas son courage à deux mains, et encore plus en tant que femme, et moi doublement parce que je suis musulmane et que dans l'éducation, la femme, elle a un rapport qui est autre que celui de l'homme, encore plus prononcé. Je me dis, si j'avais pas eu cette niaque, je serais pas la Samira que je suis aujourd'hui. Parce qu'il a fallu dire que non, je ne vais pas me contenter d'un système que m'ont transmis mes parents, mais parce que c'est ce qu'on leur a transmis. C'est comme quelqu'un qui dit oui, mais on me dit jamais je t'aime. Mais ouais, mais si à cette personne on lui a jamais dit je t'aime, comment elle peut transmettre ce mot-là quand elle l'a jamais eu elle-même par ses propres parents? Donc voilà, j'ai décidé d'être actrice de la société, j'ai décidé de pouvoir, à mon humble niveau, d'aider les autres, comme ma mère l'a fait autour d'elle, quand nous on est 12 à la maison et qu'il y a quelqu'un qui n'a pas nulle part à aller dormir, alors que déjà nous on avait du mal à être bien logés, à manger normalement, et elle le fait rentrer à la maison en disant mais c'est pas grave, on va se serrer un peu, et Dieu est grand. Voilà, Dieu est grand. Voilà, et Dieu est grand. Merci. Alors merci Samira, merci. Et je dois dire que vous pouvez peut-être pas le dire, mais moi je peux le dire. Je sais que la Fondation TF1 a beaucoup agi depuis des décennies pour œuvrer à l'égalité femmes-hommes et à l'inclusion sociale. C'est une valeur qui est très très ancienne. Dans une autre vie, j'avais un journal qui s'appelait Together sur le pilier social du développement durable et la Fondation TF1 était à nos côtés. Alors, je vais passer la parole à Maria Adley, mais d'abord, je voulais excuser, parce qu'à mon avis, elle n'aura pas le temps de venir. Elle m'a dit qu'elle était bloquée dans les embouteillages. Fahimé Robiol. J'aimerais comme dire un mot sur Fahimé Robiol, parce que c'est une femme extraordinaire. Elle est enseignante à l'ESSEC. Elle est vice-présidente du club France-Afghanistan. C'est une femme à qui les femmes afghanes doivent beaucoup. Ça fait des années qu'elle œuvre pour leur liberté. Vous imaginez que la souffrance qu'elle a dû ressentir depuis août 2021 et le retour au pouvoir des talibans. Et Fahimé Robiol est iranienne en fait. Et comme disait Ngaré tout à l'heure, pendant 30-40 ans, Fahimé Robiol n'a pas pu s'exprimer sur l'Iran. Elle ne voulait pas s'exprimer sur l'Iran. Donc elle a, selon moi, investi son engagement sur l'Afghanistan. Parce qu'elle était prisonnière en fait d'un régime. Et là, depuis septembre 2022, elle est sortie de son silence et elle s'est exprimée aussi pour l'Iran. Mais évidemment, on ne pouvait pas parler du courage des femmes sans penser à toutes ces femmes afghanes qui malheureusement sont aujourd'hui terriblement prisonnières d'un régime absolument inique. Je tourne vers Maria Adley, vous êtes écrivaine, présidente fondatrice du think tank EV plus European Leaders. 5 minutes pour nous dire la place du courage dans votre Oui, EV plus European Leaders est d'ailleurs partenaire de cet événement. Tout à fait, absolument. Et quand nous en avons discuté, c'était un petit peu moins tout de suite en parlant
comme je suis, nous avons beaucoup d'Iraniennes ou de Franco-Iraniennes ce soir. Absolument. Puisque le 8 mai, en effet, cette année, un peu partout dans les musées, partout a été consacré de toute manière à l'Iran, parce que ça a été une inspiration. Mais quand vous m'avez appelé pour faire le lien en fait avec la première table ronde, vous m'avez posé la même question que vous m'avez dit présentez-vous et puis dites-moi que signifie le courage pour vous. Et quand j'écoutais à la fois Béatrice, Muriel et toutes les autres, je me disais que le courage, c'est vraiment après que les gens vont vous dire mais comme tu as été courageuse. Et là, on se rend compte qu'on a en effet dans cette situation été courageuse. Alors donc je suis iranienne d'origine, mais ma grand-mère était anglaise d'origine française. Sa grand-mère était une des plus grandes cantatrices françaises pour laquelle Bizet a écrit Carmen. Donc on dit que mes gestes sont parfois issus, je n'ai pas de voix du tout, mais et ma grand-mère, elle aurait été un grand exemple de courage parce que elle a été mariée plusieurs fois. Elle-même avait eu aussi une carrière de cantatrice, mais elle a dû fuir l'Iran parce qu'elle avait épousé un Iranien, mais en 1920. Et donc voilà, je suis issue de ces femmes qui ont montré beaucoup de courage dans leur vie. Alors, mon parcours, j'ai eu à la fois la chance et la malchance, enfin je ne sais pas, mais d'avoir vécu dans nombre de pays. Mon père était diplomate, mais ça m'a donné une multiculturalité et une ouverture d'esprit et un regard double et triple qui parfois est une force. Et pour moi, c'est une force. Et quelque part, c'est souvent étrangement me revient en pleine figure parce que, par exemple, j'ai publié un livre, je suis écrivain, et mon éditrice, qui maintenant est à la tête de Gallimard, me disait, les journalistes me disent, on ne va pas écrire sur Maria, elle n'est pas assez iranienne. Et nous, voilà, on n'arrivait pas à me mettre un cadre dessus. Et alors j'ai travaillé pour des grosses entreprises de communication, j'ai commencé ma carrière comme universitaire, comme professeur d'anglais, et j'ai fait mon service militaire en Iran. Je suis une des rares Iraniennes d'ailleurs qui a vécu la révolution, donc j'ai vu comment en quelques mois une société peut changer complètement. J'étais partout en Iran comme vous me voyez, et j'ai été guide, j'ai été interprète, les étés, enfin, j'ai travaillé à la radio-télévision, j'ai travaillé dans les musées, en relations publiques. Donc, et j'ai vu comment, très vite, c'est vraiment le rhinocéros de Ionesco, si vous avez cité des livres, mais s'il y a un livre qui est vraiment essentiel à lire, c'est le rhinocéros de Ionesco, parce que ça montre comment... Et je dois dire qu'aujourd'hui, je me dis que j'ai eu le courage à l'époque d'argumenter parce que tout le monde, y compris parmi mes cousines, me disait voilà, c'est très bien la révolution, et leur dire, mais écoutez, si on vous dit de vous couvrir jusqu'ici, en quoi est-ce la liberté ? Donc voilà, très vite, j'ai travaillé pour des collectivités locales, j'ai travaillé pour des mairies, et et dans les associations, il y a exactement les mêmes problèmes, les mêmes choses. Et la femme est vraiment la disrupteur. Mais la disrupteur, depuis le début des temps, depuis Ève, qui a remis les choses à l'envers, Antigone, on le voit dans tout le théâtre. Donc voilà, c'est quelque chose qui traverse les temps. Alors, et puis, quand j'ai créé cette association, c'est pour faire le pont entre les différents secteurs et les différentes disciplines, parce que séparer les disciplines, c'est dire...
c'est une entrepreneuse, c'est quelqu'un dans les associations, c'est une littéraire. Il me semble qu'on doit être ouverts les uns sur les autres, les femmes sur les hommes sur les femmes. Et donc voilà. Mais à ceux qui vous disaient que vous n'étiez pas assez iranienne, je vous dirais, vous êtes très iranienne et vous êtes très française. Alors, madame. je suis devenue très iranienne en Normandie. Et très parce française. que je me suis découverte iranienne parce que, alors que je suis 17e, j'ai été au lycée français à Téhéran, j'ai été petite fille à Paris jouant au Parc Monceau. Mon intériorité, c'est des hommes d'ailleurs, je me retrouvais dans Madame Bovary ou dans Racine. Mais en Normandie, on me voyait comme iranienne, on m'a demandé des conférences sur le voile, on m'a demandé des conférences sur l'Iran, il y avait des centaines de personnes qui me... Écoutez, j'ai dû lire, je me suis mise vraiment, j'ai lu le Coran en français et j'ai lu énormément de choses, j'ai donné des conférences sur l'Iran, mais le ramenant au XVIIe siècle, c'est à nouveau ce que j'ai retrouvé le courage avec la révolution des femmes, enfin, c'est pas la révolution des femmes, les femmes sont au premier plan d'une révolution qui est d'ailleurs quelque part mondiale, parce qu'elles se battent pour la démocratie, elles se battent pour des choses que nous sommes en train de perdre, pour des notions pour lesquelles la France s'est battue au XVIIe siècle et que nous sommes en train de perdre. Vous qui avez écrit sur les universités aux États-Unis, mon think tank est basé sur les grandes universités américaines et les grandes écoles, les Fed Alumni. Et nous sommes en train de perdre en cloisonnant, en brûlant des livres, alors qu'il s'agit d'ouvrir et de rester, d'avoir ce regard critique. Bon, j'arrête. Voilà, merci. Je suis désolé. Alors, comme le temps... C'est en effet mon côté persan, mille et une nuits, donc je vais partir dans des... Alors, je vais vous remercier. Malheureusement, le temps est très très court, donc je ne vais pas pouvoir vous permettre de rebondir sur ce que l'une et l'autre ont pu dire, mais je pense qu'il y a eu des messages vraiment très forts et je vous en remercie. Et je vais vous inviter à descendre. Je vais appeler Frédéric Bedos, qui est la grande témoin de notre soirée, à nous rejoindre. Merci. Frédéric Bedos, vous êtes là. Vous me cherchez du regard. Alors, il va vous incomber le rôle très très difficile de synthétiser à la fois tout en disant un peu en quoi le courage, et j'en suis sûr, vous a suivi toute votre vie. Alors, je ne sais pas si on vous présente, mais vous êtes productrice, réalisatrice, journaliste, mais vous êtes là, j'aimerais que vous insistiez avant que l'on parle du courage et de ce que vous avez entendu. Dites-nous quelques mots sur le projet Imagine. Qui est, je crois, votre nouvelle vie depuis déjà un moment. Depuis déjà un moment. Oui, un bon moment. Oui, bien sûr. Mais qui vous porte très fortement. Avec joie. Donc, bonsoir. Quelle belle soirée. Hein. Franchement, qu'elles sont belles et qu'est-ce que ça fait du bien quand elles l'ouvrent. Non yes. Ma rubrique s'appelle « Sois belle et ouvre-la ». C'est bien, voilà. J'avais bien compris. Voilà. Je fais du wrap-up. Donc, voilà. Très bien. C'est réussi. Voilà. Donc moi je suis journaliste, j'ai fait une bonne vingtaine d'années dans les médias un peu partout dans le monde et effectivement en 2008 j'ai été rattrapée par mon histoire personnelle et j'ai eu envie de revisiter le sens de mon métier en mettant véritablement l'espérance au cœur de la manière d'informer. Je me suis dit que les médias qui sont surpuissants et que j'estime être une fenêtre sur le monde, un moyen fabuleux de pouvoir nous cultiver, nous informer, et on sait que l'information c'est un pilier de la démocratie, c'est parce qu'un citoyen est un citoyen bien informé qu'il devient un citoyen éclairé et qu'ainsi il peut pleinement jouer son rôle dans la société. Malheureusement, il faut bien l'admettre, il y a une manière de plus en plus anxiogène de décrypter les grands enjeux du monde. Or, tout à l'heure on a parlé de la peur en disant que la peur nous paralyse, la peur nous déshumanise aussi. Et donc, utiliser la puissance de frappe des médias pour diffuser à grande échelle la peur dans les cœurs et dans les esprits, c'est pas anodin, loin de là. Alors que justement, nous sommes à une époque où nous sommes confrontés à des grands enjeux existentiels qui vont demander effectivement beaucoup de courage. Et donc, le courage, c'est le cœur.
Et donc il va y avoir, on a vraiment besoin en fait plus que d'une révolution écologique, climatique, etc. ou énergétique, on a surtout besoin, me semble-t-il, d'une révolution des consciences pour devenir pleinement humain. Voilà. Et qu'est-ce que c'est être pleinement humain? C'est effectivement aussi avoir des femmes et des hommes qu'on ne met pas dans des petites boîtes et qui peuvent effectivement pleinement déployer leurs ailes pour être ce qu'ils veulent être ce qu'on est. Ça a été plusieurs fois dit et je trouve que c'est vraiment exactement ça le but. Et Imagine. Et Imagine, bah oui, je suis partie ailleurs. Et donc avec le projet Imagine, c'est une ONG d'information que j'ai lancée en 2010, en mars 2010. Et dès 2017, les Nations Unies ont reconnu cette ONG officiellement. Et là, ils nous ont dit que, alors qu'on était encore très récent et qu'on est encore très fragile, il y a 10 millions d'ONG dans le monde et c'est la seule ONG d'information au monde. Et donc, on a été reconnu officiellement par les Nations Unies. Cette ONG a une promesse de l'inspiration et l'action. Et donc, on va utiliser dans le pôle inspiration tous les outils culturels, faire des films, faire des émissions de télé, mais aussi des grands événements artistiques, culturels. Donc faire en sorte de diffuser à grande échelle des messages d'espérance qui en même temps permettent de décrypter les grands enjeux du monde de manière très incarnée. On fait notamment le portrait de ce qu'on appelle les héros humbles du monde entier, donc des hommes et des femmes qui prennent à bras-le-corps toutes ces problématiques et qui passent à l'action. Et de ce fait-là, eh bien, c'est vrai que ces portraits d'hommes et de femmes viennent nous rejoindre parce qu'on peut s'identifier à ces hommes et ces femmes qui, pour la plupart, n'ont pas le porte-monnaie de Bill Gates ou de Jeff Bezos ou le cerveau d'Einstein. Donc, ils ont l'air très ordinaires et pourtant, ils font l'extraordinaire chaque jour. Et donc, ça vient réveiller en nous ce désir d'embrasser cette grande aventure humaine et nous aussi de faire notre part. Donc ça crée un mouvement citoyen et ensuite on accompagne cette action, cet engagement citoyen très concret sur le terrain avec des programmes dans les écoles, dans les universités, dans les secteurs vulnérables de la société, etc. Donc c'est du work in progress, c'est un beau challenge et c'est une belle aventure de chaque jour. Voilà. Les héros humbles me font penser aux premiers de cordée qu'on a salué pendant la crise Covid, qui sont ces femmes et ces hommes, d'ailleurs souvent des femmes, qui tiennent en fait la société à bras le corps. Sur les deux tables rondes, oui, dont on peut penser a priori qu'elles n'avaient pas de lien entre la liberté d'entreprendre, le courage d'entreprendre d'un côté et celui de la liberté de l'autre, est-ce que vous y voyez des passerelles? Alors en fait, donc évidemment, je vais avoir un propos peut-être qui peut paraître un petit peu décousu, mais j'ai envie de partager avec vous un petit peu ce que j'ai ressenti. Premièrement, une énorme humilité, ça c'est assez typique des femmes. On vient parler de leur courage et évidemment tout de suite elles rendent hommage au courage des hommes. Et donc c'est vrai, ce qui est intéressant, c'est que quand les femmes rendent hommage au courage des hommes qui leur ont donné leur chance, il est vrai en même temps que ça éclaire un sujet, c'est que la cause des femmes, c'est très important que les hommes s'en emparent. Il faut absolument que les hommes véritablement décident de défendre cette cause, parce qu'on n'est pas en train de parler d'un sujet de bonne femme, on est en train de parler d'un sujet d'humanité, un sujet universel, et qui détient la promesse d'un progrès humain pour tous, hommes, femmes, enfants. Parce qu'il ne faut pas oublier que ça a des conséquences sur les enfants, toutes ces inégalités. Donc il y a vraiment, ça c'est très important. Il y a eu aussi, dans les témoignages, dans les divers témoignages, on voit que ce dont on est en train de parler, on est en train de parler de justice sociale, d'égalité. Et en fait, il y a beaucoup de sujets qui se croisent. Il y a évidemment donc l'égalité de genre, mais ça va aussi avec les sujets autour de l'ethnie, de la classe sociale, de l'orientation sexuelle, du handicap. On voit bien qu'aujourd'hui, on est dans une époque qui essaye peu à peu d'ouvrir tous ces champs-là pour effectivement permettre à chacun d'avoir sa place dans la société. Et ça, c'est vraiment ce qui fait bouger la société. Il y a aussi, j'avais envie de revenir là-dessus parce qu'on en a beaucoup parlé sur le partage de la décision, de la gouvernance. Donc l'accès aussi des femmes aux postes de pouvoir, et il y a eu cet hommage pour dire on ne s'est pas battu pour rien, effectivement. Et en même temps, la marche est quand même encore très haute, hein. C'est-à-dire qu'il y a encore une sacrée marge de progrès à avoir, et donc il faut vraiment en avoir conscience. Et notamment, ce que j'aimerais juste éclairer, quelques chiffres qui quand même sont parlants, de se rendre compte que oui, aujourd'hui, certaines femmes réussissent à atteindre des postes de direction, des postes décisionnaires, et c'est très important. Il est temps que nous comprenions que le pouvoir peut être aussi féminin.
Et d'ailleurs, il y a eu aussi le mot virilité qui a été prononcé à un moment. Moi, j'ai été regarder ce que ça veut dire, quelle est la signification du mot virilité. Et la virilité, c'est la capacité à pouvoir accomplir des choses. Bah, croyez-moi, les femmes, on est super viriles, hein, tout va bien. Et donc la chose que je voulais éclairer sur le fait que c'est absolument essentiel de continuer de combattre pour cette égalité femmes-hommes, c'est que la situation elle reste très très compliquée. C'est-à-dire, là je vous cite des chiffres donc onusiens, les femmes représentent 70% des pauvres dans le monde. Sur les 550 millions de travailleurs pauvres dans le monde, 330 millions, soit 60% du total, sont des femmes. Les femmes accomplissent 66% du travail mondial, produisent 50% de la nourriture, mais ne perçoivent que 10% des revenus et 1% de la propriété. Donc je crois que ça remet un peu en perspective les choses. Il y a vraiment du progrès à faire. Ici, en Europe, une mère isolée sur 3 vit sous le seuil de pauvreté. Ici, en Europe. Et donc, dans ce monde d'abondance, aujourd'hui, il y a 828 millions de personnes qui meurent de faim, qui sont dans la faim. Et pourquoi je vous dis ça? Parce qu'il se trouve que la FAO, qui est donc l'antenne onusienne qui travaille sur la faim dans le monde, a fait une étude genrée autour de la présence des femmes dans l'agriculture dans le monde. C'est très intéressant parce que, en fait, quand on parle égalité femmes-hommes, on a souvent une vision très... comment dire, on pense à certains sujets, les violences faites aux femmes, l'égalité salariale, des choses comme ça, mais on ne pense pas à d'autres sujets. En fait, ça a des conséquences sur tous les aspects de la société. Parce que les femmes, on représente un peu plus, ça doit faire à peu près 52% de la population mondiale. Donc à chaque fois qu'elles sont discriminées... Oui, vous êtes majoritaire. Bah oui, et donc on est traité comme une minorité, on est majorité. Bon, donc ça a des conséquences sur toute la société. Et donc par exemple, la question d'égalité de genre a des grandes conséquences et très liée à la sécurité alimentaire mondiale. Qui pense à ça? Et pourtant, là, pour le coup, ça nous réunit tous. On n'est pas dans de l'idéologie. Et donc, ce que je voulais juste partager avec vous, c'est que la FAO, quand elle a fait cette étude, en gros, les femmes sont à presque la moitié de la puissance agricole mondiale. Des femmes qui travaillent dans les champs, etc. Et en fait, ce dont on s'aperçoit, c'est que les femmes vont être moins productives que les hommes. Non pas parce qu'elles sont moins talentueuses, mais parce qu'en fait, dans les faits, sur le terrain, elles ont moins accès à tout ce qui peut permettre d'être productif. Premièrement, elles n'ont pas les terres, évidemment. Les terres ne sont pas à leur nom, etc. Mais après, tout ce qui est autour d'avoir du matériel, d'avoir voilà, toutes les connaissances, le côté sophistiqué qui permet d'être productif. Et donc, ils ont fait une projection, la FAO a fait une projection. Si on rétablissait l'égalité de genre que simplement dans le secteur agricole, évidemment, la production mondiale deviendrait plus forte. Et donc, rien qu'en faisant cela, on pourrait sauver au minimum 100 millions de gens de la faim dans le monde. Bah, ça, c'est des choses qu'il faut absolument dire pour que, de A à Z, que tout le monde, on comprenne quel est le progrès humain qui se dégage derrière ces enjeux d'égalité. Alors, Madame Bedos, je vous écouterai très longuement. Vous êtes passionnante et vous êtes passionnée. Merci. Parce que vous êtes passionnée, notamment. On va quand même donner la parole à Faïmé, que j'ai présenté tout ça, constatant... Voilà, non, voilà. Mais, voilà. Donc, j'ai dit... je t'ai présenté comme je constatais que tu étais bloqué, mais tu as 2-3 minutes pour dire ce que tu avais à dire, parce qu'on est très tenu par le temps, mais je suis très content que tu aies réussi à venir pour les femmes afghanes, pour l'Iran et pour nous tous, en fait. Bonsoir à tous, et je suis navrée d'être en retard. C'est la première fois que ça m'arrive. Par contre, il m'avait promis 8 minutes, donc j'ai préparé une petite 2 minutes pour les femmes afghanes et une petite 2 minutes pour les femmes iraniennes. Alors l'Iran, on en a déjà beaucoup parlé. Voilà. On a déjà beaucoup parlé de l'Iran, surtout sur l'Afghanistan, si tu veux bien. Sur l'Afghanistan. On a déjà parlé de l'Iran. Ah, c'est dommage. Oui, mais c'est bon. Parce que j'ai apporté une relevée des actions à mettre en place. Donc si on en a parlé, je veux bien le dire. Alors, l'arrivée des talibans en 2021 à Kaboul n'a pas été une surprise comme on nous a fait croire. Et puis maintenant, qu'est-ce qui se passe? Nous n'avons pas été entendus malgré tout ce qu'on avait dit, toutes les alertes qu'on a reformulées.
pour les filles et pour les femmes, cette annonce d'arrivée des talibans a fait une fermeture d'une petite fenêtre qui était ouverte vers le progrès dans l'éducation, dans la santé, dans l'autonomie économique, dans la contribution à la vie sociétale et dans la gouvernance. Depuis l'arrivée des talibans, il y a eu plus qu'une cinquantaine d'ordres et procédures et lois qui a ramené la femme au néant et les condamné à 4 murs de leur habitat. Aujourd'hui, c'est clair, la femme est complètement disparue de la société afghane. Alors, elles n'ont pas le droit de travailler, y compris dans les ONG humanitaires, d'aller à l'école, d'aller à l'université, d'aller au bain public, d'aller au parc, d'aller au gymnase. Sans aucun chaperon, elles ne peuvent pas se faire soigner ou simplement déplacer. Elles n'ont pas le droit de mendier pour survivre. Le script aujourd'hui est le même que la version des talibans avant 2001, mais avec plus de cruauté. Cela vient d'être confirmé par un rapport fait par un rapporteur spécial de l'ONU qui dit, en effet, la femme est disparue de la société afghane. Donc, qu'est-ce qu'on a fait? Malheureusement, la communauté internationale est en train de simplement regarder et de temps en temps de dire qu'il est outré et que c'est inacceptable, etc., etc. Mais ce qui est en train de se passer en Afghanistan, c'est un crime contre l'humanité et qu'il faut le dire tel que ça existe. Et ce qu'on demande, c'est que la communauté internationale saisisse la Cour pénale internationale pour le crime contre l'humanité, parce que ce qui se passe aux femmes engendre des catastrophes côté des enfants et surtout des petites filles qui sont vendues pour un bouchée de pain pour que les autres membres de famille puissent vivre. Je vous remercie. Merci Fanny. Alors, on ne... Moi, je m'impose pour qu'elle parle de ces 2 minutes sur l'Iran. Vas-y. Merci. Ah mais, moi j'ai le mauvais rôle, mais vous savez bien que je suis d'accord. Voilà. Absolument. Alors, sur l'Iran. Non. Allez, toutes ceux qui veulent parler de l'Iran, vous pouvez venir. Les 10 personnalités les plus suivies sur Instagram, sur les 10 personnalités les plus suivies sur Instagram en France, les 9 premiers, sur les 10, 9 sont des hommes, tous des footballeurs, sauf un acteur franco-américain, et il y a une femme, et c'est une Iranienne. C'est Golshifteh Farahani, et c'est depuis qu'elle se bat pour des valeurs. Donc se battre pour des valeurs. Voilà, elle se bat pour l'Iran, elle se bat pour la liberté, et elle se bat pour les droits humains. Et c'est en France. Comme quoi, il faut toujours se battre. Bien. Alors, 2 minutes. Ça serait moins que 2 minutes. Merci, ça serait moins que 2 minutes. Simplement pour vous dire qu'aujourd'hui, il y a une campagne d'empoisonnement des petites filles aux écoles et au lycée par le régime, parce qu'on vient d'être prouvé qu'il y a des petites bombes, des gaz mixtes qui sont envoyés par des petites drones sur les écoles. Donc on a sollicité World Health Organization, on a sollicité UNICEF, on a sollicité toutes les organisations de l'ONU pour mettre leur nez dans cette affaire-là, qui est pourquoi nos petites filles sont empoisonnées. Nous le savons, ils sont empoisonnés par les mêmes qui tuent dans les rues de l'Iran les jeunes, et qu'ils sont super fâchés parce que justement ces petites filles dans les écoles, ils ont dit Zan, Zendegi, Azadi. Femme, vie, liberté. Ça serait 1 minute. Aujourd'hui, qu'est-ce qu'on demande? Et ce qu'on demande aujourd'hui, c'est que le peuple iranien n'a pas réclamé les réformes ou suppression
de hijab. Le peuple iranien veut tout simplement se débarrasser de ce régime. Et pour le faire, les propositions sont: l'Europe doit soutenir au maximum la révolution du peuple iranien, notamment par la constitution d'un fonds avec les fonds gelés de l'Iran. Donc on ne demande pas l'aide financière de quelconque pays, pour qu'on puisse avoir une caisse qui aide les ouvriers à manifester sans être trop inquiétés. Qu'est-ce qu'on va manger, qu'est-ce qu'on va donner à nos enfants ce soir? Deuxièmement, l'Europe doit porter le maximum de la pression sur le régime, comme l'a fait les États-Unis, pour inscrire le corps des gardiens dans la liste des terroristes, parce que c'est ces gardiens-là qui font tout à l'intérieur du pays comme répression, et c'est eux qui ont fait depuis 43 ans des manifestations, des tueries, des guerres dans la région, et puis les attentats à l'extérieur. Et enfin, l'Europe doit cesser de discuter avec ce régime sanguinaire, car ça fait 20 ans, et moi je suis ingénieure en nucléaire, ça fait 20 ans que l'Europe et les États-Unis sont en train de négocier sur le projet nucléaire sans qu'il y ait un issue. Donc il faut laisser maintenant la place pour des négociations avec l'opposition iranienne et cesser de penser que ce régime va changer. Ce régime ne peut pas changer par construction. Merci. Merci Fahimi. J'ajoute... J'ajoute qu'il est profondément regrettable que l'Iran soit toujours membre de l'ONU Femmes. Je parlais tout à l'heure de l'Orange Day des Nations Unies. Ce régime-là n'a pas sa place à l'ONU Femmes parce que justement leur ennemi ce sont les femmes. Et vous l'avez prouvé depuis septembre 2022. Frédéric Bedos, vous avez le dernier mot pour vous. Dernier mot. Et puis merci. Dernier mot, en fait, je pense qu'on a bien conscience que l'accès au savoir conditionne l'accès au pouvoir. Et c'est bien pour ça que ces régimes-là empêchent les petites filles d'aller à l'école. Et donc c'est par là que ça commence. Et il y a cette instrumentalisation de la religion pour justifier l'oppression des femmes, qui est absolument scandaleuse. Et moi, aujourd'hui, je pense que la menace principale à laquelle nous sommes confrontés, c'est sans doute cette montée des fondamentalismes, des radicalismes, des extrémismes religieux, toute obédience confondue, parce que ce qui compte, c'est l'extrémisme, c'est ça, quel que soit le type d'extrémisme. Et nous, les femmes, on est évidemment à chaque fois en première ligne. Ça, c'est évident. C'est sur nous que le couperet tombe. Et donc, c'est la raison pour laquelle, effectivement, nos droits sont éminemment fragiles. À chaque fois qu'un territoire se retrouve dans une crise, quelle qu'elle soit, le backlash, il est immédiatement chez les femmes. Donc il faut effectivement, si on veut réussir à continuer de progresser, il faut continuer de se battre. C'est tout le paradoxe. En fait, c'est un combat pour la vie, pour la liberté, pour l'égalité. Et finalement, c'est juste un combat humain. Et donc, pour terminer, 3 mots, femme, vie, liberté. Absolument. Merci.